je crois que vous aviez prévu de suivre la table ronde Oui, oui. qui est prévue ce matin et que nous allons d'ailleurs débuter, qui revient sur les thématiques qu'on vient d'aborder, offrir un service d'eau et d'assainissement performant, durable et au bon prix. Et j'appelle donc ici, alors nous sommes en direct du musée des Confluences à Lyon, ce qui nous permet d'avoir un dispositif technique plutôt agréable. On aurait aimé évidemment qu'il y ait du public, ça n'est pas possible, mais par contre, tous les invités de cette table ronde ont accepté de nous rejoindre, ce qui va nous permettre d'avoir un échange quand même plus fluide que entièrement à distance. Et j'appelle ainsi Hervé Paul, Jean-Pascal, Olivier Touringue, Pascal Baudin, Christophe Wittner et Muriel Floria à venir s'installer sur cette scène sans public, mais avec vous. Vous êtes plus de 200 à être connectés et on l'a vu, vous posez des questions et vous avez bien raison. Alors, cette table ronde, pour voir des situations extrêmement variées, on a effectivement de grandes métropoles, des territoires qui sont beaucoup plus isolés, avec des enjeux très importants en termes de réseau, puisqu'on sait que les linéaires coûtent très cher en milieu peu dense par habitant, comparativement aux situations en ville dense. Donc, il y a énormément de sujets et des manières de se les approprier qui sont différents selon les situations. Vous avez normalement le programme avec vous, hein, puisque sur le site de l'événement, vous avez les fonctions de chacun, mais très rapidement, pour ceux qui ne l'auraient pas sous les yeux, je vais vous rappeler qui est qui. Hervé Paul donc, est vice-président délégué à l'eau, l'assainissement et l'énergie à la métropole Nice-Côte d'Azur. Jean-Pascal est président du syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche. Olivier Touringue et Pascal Baudin vont venir nous parler de la communauté de communes du Diois. Christophe Wittner est donc un spécialiste, un ingénieur qui s'intéresse beaucoup à ces questions de services publics d'eau et d'assainissement pour INRAE, qui est toute à l'extrémité de cette table ronde. Et juste à ma droite, Muriel Floria, qui est responsable du pôle eau pour l'association Amorce. L'association Amorce qui vient de publier un guide à destination des élus, et on y reviendra. Alors, Hervé Paul, vous connaissez Célia Blowell. On a dit tout à l'heure que vous étiez que le monde de l'eau, c'était un monde voilà, où les personnes se connaissaient. Vous êtes-vous dans une situation où on n'est pas la plus grosse régie de France, mais en tout cas la plus grosse régie, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, la plus grosse régie publique. C'est bien ça. Et vous avez entendu, je voudrais peut-être déjà avoir peut-être vos réactions. Vous avez entendu Célia Blowell développer un petit peu la situation de l'élu qui arrive, qui découvre toutes les complexités liées à l'eau potable, à l'assainissement. Peut-être quelques mots. Alors, il n'y a pas que des nouveaux élus qui nous écoutent aujourd'hui. Ça va concerner aussi des élus qui ont plus d'expérience. Mais quelques mots à ces élus qui découvrent ces sujets complexes et pleins d'enjeux. Bonjour à tous d'abord. Oui, en effet, quand en 2008, Christian Estrosi m'a demandé de présider la commission au assainissement énergie de la métropole Nice-Côte d'Azur, à l'époque c'était la communauté urbaine, j'avais déjà participé à la gestion de l'eau à travers une commission locale de l'eau en tant que maire de la commune de Saint-Martin-du-Var, petite commune à l'époque de 2000 habitants. Mais la technicité, j'allais dire, de l'eau potable, de l'assainissement, c'était des sujets qui me paraissaient assez abscons. Et c'est vrai qu'il a fallu vraiment que je rentre dans les sujets. Il faut apprendre. Oui, bonjour, il faut étudier, Madame Lunven. Monsieur Pernaut, je vous téléphone parce que je veux intervenir cet après-midi et je vois que alors, ça fait partie à la fois du direct, et c'est vrai que le direct en ce moment est quand même plus compliqué que d'habitude. Déjà, le direct est compliqué. Et là, on est en direct par Internet. Il peut y arriver des petites choses. Alors, on a eu une interruption. Oui, donc je pas disais qu'il faut rentrer dans le sujet, il faut étudier, il faut apprendre. Et puis, surtout, il faut ne pas vouloir, et c'est ce que disait Célia tout à l'heure, ne pas vouloir jouer à l'ingénieur ou au technicien. Il faut garder cette dimension de l'élu. Et c'est-à-dire que c'est comprendre la technique pour mesurer les enjeux et pour faire des choix stratégiques. Voilà, je crois que c'est ça la clé. Et on arrive facilement à avoir le niveau de compétence en travaillant un peu qui nous permet justement d'être éclairé pour faire des choix et de les mettre en perspective dans les politiques d'aménagement du territoire. Parce que l'eau, ce n'est pas un sujet qui est autoporté, c'est un sujet parmi tant d'autres dans l'aménagement, dans la résilience du territoire. Et donc, il faut qu'il soit appréhendé de façon transversale. Et lorsque les maires de la communauté urbaine de Nice et de 3 communautés de communes ont souhaité donc créer la métropole, il y a eu beaucoup d'interrogations au niveau local et au niveau national. Comment la ville de Nice, avec cette bande côtière très urbanisée, va créer une métropole avec des petits villages de montagne? C'est ce qu'il faut savoir, parce que tout le monde connaît la métropole de Nice-Côte d'Azur, c'est que ça va du littoral avec les communes du littoral et ça remonte très haut jusqu'au sommet du Mercantour et la frontière avec l'Italie. Donc le parc national du Mercantour est en partie sur le territoire de la métropole.
Donc, ça vous donne en fait une diversité de cas qui est extraordinaire quand même. Ben, nous gérons des stations de ski, nous gérons des petits villages, des hameaux de montagne, qui ne fonctionnent d'ailleurs certains que l'été. Les routes ne sont accessibles que l'été. Et puis des villages plus denses et la bande côtière jusqu'à la principauté de Monaco, qui est notre voisin. Donc, on a une très grande variété de situations, et ce qui nous permet aussi de pouvoir intervenir dans ce genre de colloque en disant arrêtez d'opposer les urbains et les ruraux, parce que les urbains et les ruraux peuvent travailler ensemble à condition d'avoir cette volonté de solidarité. Et c'est le mot qui a vraiment été choisi comme l'ADN de notre métropole. Cette solidarité, elle s'exerce bien sûr à travers l'exercice des compétences eau, assainissement et énergie qui sont vraiment intimement liées. Alors moi, je voulais peut-être dire un mot, puisque aujourd'hui arrive donc à l'Assemblée la fameuse loi climat et résilience. J'ai juste 2 diapositives qui illustrent sur le changement climatique, parce que bon, c'est quelque chose dont on parle, on aimerait que ça ne devienne pas concret. Malheureusement, ça devient concret. C'est-à-dire qu'on a vu la tempête Alex et ces dégâts extraordinaires qui se sont produits au mois d'octobre. Ça a été vraiment un bouleversement, mais même national pour les personnes qui n'habitent pas le coin. Les images ont vraiment bouleversé, je pense, les Français. Et ça illustre quand même les enjeux relatifs au changement climatique. Oui, moi j'ai choisi de ne pas vous montrer ces images parce que malheureusement, tout le monde les a vues et je pense qu'il faut ne pas oublier, mais aussi se projeter. Et aujourd'hui, on est en train de travailler à la reconstruction. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 7, 8, 10 ans, quand on parlait d'adaptation au changement climatique, on pensait pour quelqu'un qui était dogmatique et qui avait vraiment un engagement politique fort. Et 10 ans après, on s'aperçoit que non seulement ce n'était pas de la prédiction, mais qu'on est déjà dans ces changements-là. Sur le territoire de la métropole de Nice, on a eu 2 étés au cours des 4 dernières années où pendant plus de 90 jusqu'à 110 jours, on n'a pas eu une seule goutte de pluie. D'accord. Et ensuite, on a des périodes de pluviométrie. Alex, bon, c'est extraordinaire au sens étymologique, mais on a eu jusqu'à 800 mm en 24 heures sur certains sommets. Voilà, donc je pense que vraiment ce dérèglement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et il y a 2 images que je vous propose que nous partagions, si la régie veut bien les passer. Voilà, alors on les verra sur D'accord. sur la Ok. face. Il n'est pas sûr qu'on le voit ici. Donc, ok. Donc, si elles sont présentées pour que les personnes qui écoutent sachent de quoi je parle, la première parle de l'évolution des précipitations. D'accord. Et on voit l'évolution des précipitations à l'horizon 2050, ce qui peut paraître loin, mais c'est déjà demain. Et je sais que vous partagez, et c'est des cartes qui sont très connues, hein, qui montrent que… Une carte, d'ailleurs, je vais quand même poser la question à la régie. On ne voit pas, je crois, encore les cartes. Les impacts, c'est des cartes sur l'impact du changement climatique, où on voit effectivement la zone Nice-Côte d'Azur. On va attendre qu'elles apparaissent. Et puis, je vous laisse poursuivre, Hervé et Paul, pour qu'on comprenne pourquoi vous avez voulu présenter ces cartes. Oui, en fait, ces cartes qui représentent la partie sud-est du bassin Rhône-Méditerranée-Corse montrent que d'ici 2050, sur une grande partie du territoire, on va avoir une pluviométrie qui va être donc en baisse par rapport à la pluviométrie actuelle. Donc, certains disent on aura la même quantité d'eau, mais répartie différemment. Non, il y aura aussi une baisse de la quantité d'eau qui va tomber. Et puis, sur la deuxième image de la même diapositive, on voit le pourcentage du temps passé en état de sécheresse dans le territoire. C'est le fameux stress hydrique. C'est la période où on a plus de pluie qui tombe, on a la chaleur qui est très présente et on a une évapotranspiration qui est énorme de la part des végétaux, avec les risques d'incendie, malheureusement, qu'on connaît bien, et avec aussi des fortes consommations, parce que sinon, si vous n'arrosez pas, quelles que soient les plantes que vous ayez, il n'y a plus rien qui survit. Donc, des fortes consommations dans des périodes de temps assez longues et qui, aujourd'hui, amènent les étiages à avancer dans le temps et donc à avoir les étiages qui coïncident avec les périodes de forte consommation, alors qu'avant, on avait plutôt les étiages qui arrivaient juste après les périodes de forte consommation. Et puis, dans la deuxième diapositive, on voit globalement quel est l'impact donc, de cette baisse de la pluviométrie et du temps de sécheresse exposé par rapport à la recharge de nappes en France. Et on s'aperçoit que si aujourd'hui, en 2020, on est à peu près dans quelque chose d'équilibré sur le bassin, dès qu'on arrive à 2035 ou à 2050, alors là, c'est la catastrophe, c'est-à-dire qu'on a des nappes qui se rechargent de moins en moins. Mais comme on a aussi des périodes de sécheresse de plus en plus importantes, on va solliciter les nappes et on va arriver à des périodes où on ne pourra plus utiliser ces nappes. Donc, comment on fait? Voilà.
Et donc, si on revient à la question du débat, un service public durable, performant et au bon prix, je crois que la première qualité du service, ça a été montré dans le petit film tout à l'heure, un magnifique film fait par l'Agence de l'eau, elle en a publié plusieurs, c'est que quand on ouvre le robinet, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc ça, c'est la continuité du service. Eh bien, si aujourd'hui, on ne se pose pas la bonne question d'aller chercher des maillages dans les réseaux pour se dire si j'ai une ressource qui est défaillante, je vais pouvoir utiliser une autre ressource, on ne garantira pas la continuité du service. La deuxième qualité qui est attendue, et c'est ce qu'on dit, j'ouvre de l'eau, j'ai de l'eau et de l'eau potable. Eh bien, ça aussi, c'est la qualité. Et on s'aperçoit que, avec le problème de la concentration, lorsqu'il y a moins d'eau dans les nappes, on a des risques de concentration de dépollution. Et donc, on pourrait avoir de l'eau, mais qui ne soit pas consommable. Ça, c'est le deuxième point. Voilà. Et le troisième point, c'est le lien entre ce service public d'eau et d'assainissement. La logique de amont-aval, il vaut mieux traiter l'eau à la sortie de la station que la traiter lorsqu'on la récupère après pour la rendre potable. Ça permet à la biodiversité de se développer pendant tout le circuit. Eh bien, c'est cette notion de complémentarité entre l'amont et l'aval. Et donc, cette notion de petit cycle de l'eau que nous gérons à la métropole, puisque je disais qu'on gère les stations de ski, mais on gère aussi les ports d'Azur et les plages. Tout ça est géré par la métropole. Et donc, on gère les pavillons bleus sur la promenade des Anglais. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment intégré dans notre gestion au quotidien et la solidarité financière de la bande littorale vers le haut pays et en même temps l'eau qui vient du haut pays qui alimente la bande littorale et qui permet le développement économique et touristique et donc la création de richesses sur la bande côtière. Alors, on retrouvera d'ailleurs les documents que vous avez mis à disposition ainsi que l'ensemble des présentations de la journée avec l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Là, on voit effectivement la première carte dont vous parliez tout à l'heure, où on voit les évolutions à horizon 2050. Et il y a la carte suivante aussi qui est très parlante sur l'évolution des recharges moyennes des nappes entre aujourd'hui et l'horizon 2050. Et là, on est dans des situations, c'est quand même un peu le scénario catastrophe, on peut le dire quand même ça, quand même, Hervé Paul. Et là, vous parlez aussi également de continuité de service. Alors, heureusement, on peut quand même espérer qu'on ne va pas avoir des événements comme Alex trop fréquemment, mais malgré tout, là, ce n'est pas du discours politique ou loin des réalités. Vous avez dû assurer cette continuité d'alimentation en eau potable au mois d'octobre, quand tout a sauté, parce que les canalisations ont sauté. Il y a énormément de choses qui ont été détruites par la tempête Alex. En fait, ce dont on n'a pas parlé lorsqu'on a parlé de la tempête Alex, c'est le problème d'alimentation en eau potable sur la bande côtière. En fait, parce qu'il n'y en a pas eu. On a parlé de ça en montagne, effectivement. Voilà, on a parlé en montagne parce que quand il y avait la source qui était sous 24 heures, on a alimenté tous les hameaux et tous les habitants en eau en bouteille avec des nourriers d'hélicoptères. Et 10 jours après, on avait rétabli l'eau à 80% de la population sédentaire. Donc ça, c'est aussi la force d'une organisation où on a la mutualisation entre la bande littorale, tous les moyens de la zone urbaine de Nice, de Cannes-sur-Mer qui ont été mobilisés vers le haut pays. Et ça, c'est ce qu'on ne peut pas faire quand on a… Vous êtes passé de quel dispositif à quel autre alors pour pouvoir assurer cette continuité? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a amené des agents, on a amené des tuyaux en hélicoptère, on a retiré des tuyaux à ciel ouvert pour permettre de rétablir l'eau, alors de façon provisoire. Et aujourd'hui, on travaille à la résilience sur le long terme. Voilà. Et sur les stations d'épuration, c'est pareil. Les stations, elles sont souvent au bord de la rivière. Quand la rivière fait 20 mètres de large et puis que d'un coup, elle fait 150 mètres de large, eh bien, toutes les stations d'épuration disparaissent. Donc, il a fallu qu'on mette en place des stations d'épuration chimique d'abord pour éviter de continuer à dégrader. Puis, on est en train d'installer maintenant, là, avant l'été, on aura installé partout des stations d'épuration provisoires biologiques en attendant de faire l'acquisition de terrain, mais de refaire carrément le schéma directeur de l'assainissement pour se dire maintenant où il est raisonnable de poser une station d'épuration pour tenir compte des leçons en fait, et de cette catastrophe qui nous a fortement secoués. Alors, pourquoi on a pu alimenter en eau le littoral de la Côte d'Azur, mais aussi la principauté de Monaco? Je rappelle que c'est la régie Eau d'Azur qui livre 2/3 de l'eau qui est consommée par la principauté de Monaco à l'étiage. D'accord? Et d'ailleurs, on a vu pendant cet épisode-là les consommations monégasques qui ont été portées sur la métropole et pas vers la Roya, où ils vont habituellement. Pourquoi? Parce que sur la Roya, ils n'étaient pas organisés, il n'y avait plus d'eau. Donc, c'est la métropole qui a livré, alors que la principale alimentation en eau potable, c'est le canal de la Vésubie, canal qui a été complètement engravé, qui a été inutilisable pendant 6 semaines, eh bien, par le système, et on va le voir en 2 diapositives très vite, qui sont l'organisation du service. On a pu alimenter en secours à partir de pompages réalisés directement dans le Var,
le canal de la Vésubie pour permettre de potabiliser l'eau. Et puis, on a renforcé la mutualisation, le maillage en fait, de nos réseaux. On a 3 sources. On a l'eau qui arrive directement par la Vésubie gravitairement. On a l'eau qu'on pompe dans le Var qui remonte vers ce canal. Et on a des forages qui sont au niveau des nappes et qui remontent aussi. Voilà. Bon, c'est pas grave si on ne voit pas les diapositives. On va les voir. Littoral rive gauche. On va voir comment vous avez travaillé sur la réalimentation. Je ne sais pas si on peut voir ces visuels, la réalimentation des citoyens grâce à ces plans B en fait, que vous aviez bien sûr anticipé. C'est-à-dire que exactement, ça fait 5 ans qu'on a investi des millions d'euros pour ça. Et dans les choix stratégiques que nous avons faits, c'était d'abord assurer la continuité de service. C'est-à-dire, j'ai un PPA sur une source, comment je garantis que chaque abonné a au moins une deuxième source? Et les enjeux sont tellement importants sur la bande littorale qu'on ne s'est pas réduit à 2 points, mais à 3 points d'alimentation en eau. Et c'est grâce à ça qu'on a eu aucun impact sur l'alimentation en eau du littoral. Alors, on parlait du prix de l'eau, c'est là où il faut pouvoir faire de la pédagogie, c'est-à-dire expliquer pourquoi on va investir auprès des citoyens, parce que ça ne peut pas se prévoir. On sait que les pluies intenses, c'est souvent des pluies qui ne sont pas prévues très longtemps à l'avance. Les orages, on ne les voit pas venir très longtemps à l'avance. Alors là, on voit comment ça a été redistribué. Là, on voit le circuit normal, c'est-à-dire qu'on a le canal de la Vésubie qui arrive en haut, au milieu de la diapositive, qui alimente toute la partie est, Cap d'Aille et la principauté de Monaco, jusqu'à Menton. Et puis, les captages qui sont dans la nappe du Var, là, c'est la nappe, hein, on est à 20 mètres de profondeur, 30 mètres en bas, qui alimente ce qu'on appelle les bas services, c'est-à-dire la partie qui est basse en altitude. C'est le fonctionnement normal. Si on passe à la diapositive suivante, on va voir lorsqu'on a un débit du canal de la Vésubie, allez-y, avancez, qui est diminué, eh bien, on augmente les pompages et on a le complément au niveau du Roguez, on pompe dans le Var pour alimenter le canal et on voit bien qu'on arrive à compléter et à fonctionner normalement. Et si on déroule encore, si on a la rupture d'alimentation du canal, c'est ce qui s'est passé pendant 6 semaines, eh bien, on déroule l'animation de la diapositive. On n'aurait plus d'eau sur tout ce secteur-là, mais grâce, en déroulant encore la diapositive, au secours du Roguez, on a pu maintenir l'alimentation de tout le périmètre. On a même envisagé sur la diapositive suivante une défaillance lorsqu'on est en fonctionnement normal des champs captant des pugets et des prairies et des sagnes. Ça, c'est si il y avait une pollution de la nappe, d'accord? Eh bien, on est capable, en continuant l'animation, de s'apercevoir qu'on renforce la capacité à partir du Roguez et on alimente la totalité du service avec les 2 autres ressources qui restent mobilisables. Donc, ça représente une vingtaine de millions d'euros d'investissement en 3 ou 4 ans. Et donc, là, c'est vraiment la restructuration du réseau qui nous permet donc d'anticiper. Et malheureusement, on ne pensait pas avoir besoin de montrer son efficacité, mais le 2 et 3 octobre, et pendant les semaines qui ont suivi, ça a été mis en œuvre. Ce que ça veut dire, Hervé Paul, ça veut dire qu'il faut se projeter, il faut se donner les moyens de ses ambitions, il faut même peut-être anticiper peut-être le pire pour pouvoir être prêt jour J. Comment ça se vend? 20 millions d'euros, ce n'est pas non plus une petite somme. Comment ça se vend alors que la nécessité, là, au moment où on décide de ces travaux, n'est pas encore apparente? Il faut pouvoir dire oui, c'est au cas où. 20 millions d'euros au cas où. Comment on fait pour convaincre? Si vous voulez, nous, malheureusement, on n'a pas besoin de convaincre aujourd'hui parce que tout le monde s'aperçoit que quand ils ouvrent le robinet, ils ont de l'eau et elle est potable. Ouais, pour aujourd'hui. C'est lorsqu'on ne l'a pas fait qu'on doit expliquer pourquoi on n'a pas d'eau. Je crois que c'est là, et la vision du politique d'aménagement du territoire, c'est de ne pas attendre de se retrouver dans l'embarras, c'est d'anticiper ça. Et c'est ce qui a été vraiment porté très fort par Christian Estrosi. Il y a une volonté unanime de l'ensemble des maires de faire de la solidarité. Cette solidarité, on la retrouve sur la diapositive suivante, où on ne s'est pas contenté de la bande littorale, mais là, on est sur le moyen pays, si vous déroulez l'animation, où on retrouve, en fait, là, on est un petit peu plus au nord. Ça, c'est le fonctionnement normal à partir du canal de la Vésubie, toujours, de toutes les communes du moyen pays, il y a à peu près 15 000 habitants. Le fonctionnement à partir d'un pompage dans la nappe du Var et d'une partie du réseau, et le fonctionnement de la partie basse et de la commune de Saint-Martin-du-Var, dont je suis le maire, à partir de Plan du Var. Eh bien, avant, le secteur jaune était alimenté que par Plan du Var, le secteur bleu que par le pompage Joseph Rébaud et l'usine de Fort de Ligné que de là-haut. Lorsqu'on avait un problème sur le canal, on avait des difficultés, on n'avait que les réservoirs pour tamponner la coupure d'eau. Aujourd'hui, tout est entièrement maillé et chaque abonné peut être desservi par 2 habitants, par 2 sources d'eau différentes, chaque abonné. Voilà, donc ça, on ne l'a pas fait que sur la bas.
Et comment vous répartissez le prix entre ceux qui habitent la bande littorale, ceux qui sont en montagne? Parce qu'on connaît les chiffres, on sait que si on fait une transcription un peu de la valeur patrimoniale des tuyaux qu'on ne voit pas, qui sont sous terre, mais que les citoyens payent, on est environ à peu près à 2 000 € de patrimoine par habitant de ville et à peu près à 3 300, selon les dernières moyennes, par habitant en zone rurale. Parce que finalement, forcément, il y a plus de linéaires en zone rurale, moins d'habitants. Quand on fait la division, c'est plus cher. Et là, comment vous répartissez? Est-ce que tout le monde paye le même prix? Est-ce que ceux qui sont sur le littoral payent moins? Quand je parle de solidarité, je vais l'exprimer. La solidarité, c'est que le prix moyen de la 120 mètres cubes INSEE hors taxes et redevances et hors assainissement, donc que la eau potable sur la bande littorale, elle est d'1,41 € aujourd'hui. Et sur le haut pays, on a décidé de fixer le tarif à 1 €. C'est-à-dire qu'on met beaucoup plus d'investissement dans le haut pays et l'eau est moins chère parce que c'est la solidarité par rapport aux petites communes, par rapport aux gens qui ont. C'est quand même pas aussi facile de vivre dans des petits villages, dans des hameaux que sur la bande côtière. Donc la solidarité, c'est ça. Mais toute l'eau qu'on boit en bas, elle vient d'en haut. Et puis, voilà, c'est aussi les gens du littoral qui montent passer leur week-end, faire du ski, faire des randonnées dans le parc du Mercantour le week-end. Ils ont intérêt à ce qu'on ait un service de qualité. Et puis, si on veut avoir de l'eau potable au robinet, il faut qu'on ait travaillé très fort sur l'assainissement. Donc, on a construit au cours du dernier mandat 12 stations d'épuration dans le haut pays. Voilà. Et donc, ça, c'est la solidarité. Et la solidarité, ça a été aussi, et je terminerai là-dessus, c'est la mise en place d'une tarification progressive. La question a été posée à Célia Noël tout à l'heure. Nous, on a mis en place une tarification progressive. C'est-à-dire que plus vous consommez, plus le coût marginal du mètre cube est cher. D'accord? Donc, on est parti du prix qu'il y avait avant. Tous les gens on a mis 3 tranches de tarification. De 0 à 60 mètres cubes, on a baissé le prix du mètre cube de 20%. De 60 à 120 mètres cubes, on a baissé le prix de 10%. Et au-delà de 120 mètres cubes, on a augmenté le prix de 7,5%. Ce qui veut dire que comme tout le monde bénéficie de la réduction des 2 premières tranches, il faut consommer plus de 350 mètres cubes pour voir son tarif augmenter. Par contre, ceux qui consomment 3000 mètres cubes, ceux qui viennent passer 15 jours sur la côte, mais qui ont une pelouse verte tendue toute l'année avec la piscine à débordement qui évapore, etc., ben, payent l'eau plus cher. En même temps, ceux-là, ils ne savent même pas qu'ils payent une facture d'eau. Donc, on n'a pas eu beaucoup de difficultés et on a maintenu le niveau de recette du service, ce qui nous a permis de générer tous ces investissements. Et je crois que quand on parle du prix de l'eau, puisque c'est le 3e volet du débat, je pourrais répondre aux questions tout à l'heure, mais je dis attention, moi je dis toujours, quand on parle de prix, c'est les marronniers de tous les journaux, bien sûr. Chaque année, on parle de… C'est l'entrée la plus évidente, le prix de l'eau. Oui, c'est tellement facile, mais comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire que quelle est la qualité de l'eau que vous prenez dans le milieu? Si vous prenez l'eau qu'on prend, nous, dans nos montagnes, qui est potable, ou si vous prenez de l'eau en Bretagne, vous n'avez pas le même coût de traitement. D'accord? Et après, il y a la qualité des investissements. Qu'est-ce qu'on a fait? Comparer. Ce que vous voulez dire, c'est ça. Ça ne sert à rien de comparer. Mais il faut comparer quelle est la qualité du service. Qu'est-ce qui est fait au niveau du service? Les millions d'euros qu'on a investis pour le maillage, il a fallu les payer. Ça, c'est la différence avec les DSP low cost, où on a encore des villes aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Il doit y en avoir qu'une ou deux en France qui disent j'ai l'eau la moins chère de France. Oui, tu as l'eau la moins chère de France, mais ton rendement de réseau, chaque année, il perd 3 points ou 4 points. Donc, en clair, c'est aujourd'hui, je fais de la com et demain, dans 10 ans, il faudra investir des millions d'euros pour rattraper la dégradation des réseaux, les fuites d'eau, les baisses de rendement. Et le jour où ça casse, les gens n'auront plus d'eau pendant plusieurs jours. Alors, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec Christophe Wittner, Ninrae, qui est à votre droite tout à l'heure, Christophe Wittner, pour pouvoir revenir. Je voudrais d'abord qu'on aille vers des territoires qui n'ont pas exactement la même dimension que votre métropole, Hervé Paul. Mais vous l'avez dit au départ, il faut peut-être cesser d'opposer les grandes villes et les territoires ruraux. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des réalités qui sont différentes. Olivier Touringue, Pascal Baudin, vous êtes venus aujourd'hui pour nous parler de la communauté de communes du Diois. Alors, c'est intéressant parce que là, on est sur un territoire vraiment peu dense. Alors, sauf en été quand même. Les gens arrivent au moment où il n'y a plus d'eau, grosso modo, pour pouvoir venir passer leurs vacances. Donc, ça pose des questions de ressources. Il y a aussi cette grande complexité aujourd'hui de rassembler des communes qui, historiquement, se sont développées séparément avec l'intercommunalité. Il faut les rassembler. Et vous allez nous expliquer comment on fait ce travail. Alors, qui commence? Je vais peut-être commencer. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc le Diois, c'est un territoire où il y a à peine 12 000 habitants sur 1200 km². D'accord, donc Olivier Touringue. Olivier Touringue, oui. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être à peu près 12 fois le territoire de la ville de Paris. Voilà. C'est grand. C'est grand, ce n'est pas forcément très bien alimenté en eau. Voilà, tout à fait. Donc, 50 communes. On a 47 communes de moins de 500 habitants. Le tout, ces communes desservies par 47 régies d'eau potable et un syndicat.
c'est à peu près 9000 abonnés, un fort pourcentage de résidences secondaires qui sont là l'été, au moment où l'eau manque le plus. Donc, notre patrimoine est assez important, hein, puisqu'on l'avait estimé à 140 millions d'euros pour le nombre d'habitants que nous sommes. Une centaine de réseaux. Dans ma commune, je suis le maire d'une toute petite commune qui s'appelle Boulk, qui fait 60 km² et qui a 150 habitants, 120 abonnés et 10 réseaux d'eau. Parce que notre territoire est montagneux, on est un peu à l'image de l'arrière-pays niçois, hein, entre 200 mètres et 2400 mètres d'altitude, de nombreuses vallées. Voilà. Donc, c'est difficile de faire un maillage. J'allais dire, quand j'écoute les intervenants qui m'ont précédé, que nous, élus, on n'a pas le choix que de faire un peu les techniciens, de mettre les mains dans l'eau, de travailler à réparer notre réseau parfois, et tout en essayant d'avoir des visions politiques à moyen et long terme. Voilà. Je vais peut-être laisser à Pascal le soin de... Oui, Pascal Baudin, parce qu'il y a des gros sujets quand même là avec la loi NOTRe. On est censé payer, on dit que l'eau paye l'eau, c'est-à-dire qu'on doit rester dans des budgets qui fonctionnent autour du prix facturé. Est-ce que ça, c'est possible sur des territoires comme le vôtre? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est une grosse difficulté pour nos territoires qui sont à très faible densité, hein, 5 habitants au kilomètre carré si on sort de la ville de Die. Donc, effectivement, comme l'a dit Olivier, 1200 km², 12 000 habitants. Donc, c'est effectivement une équation qui est dure à résoudre. Un grand nombre de résidences secondaires. Donc, moi, si je prends effectivement un peu mon cas sur la commune de Bellegarde-en-Diois, 85 habitants, de réseau d'eau, 70 compteurs. J'ai vu une évolution. Alors effectivement, moi, quand j'ai pris la mairie en 1995, j'avais noté hier là, 4900 mètres cubes pour 44 compteurs. Et aujourd'hui, en 2021, 4000 mètres cubes pour 70 compteurs. Donc, effectivement, les gens sont devenus très raisonnables parce que, en fait, les gens sont appropriés un peu. Nous, c'est des sources qui alimentent nos deux bassins. Et c'est vrai que les gens se sont appropriés cette ressource, font attention à la ressource. Donc, on fait attention à la consommation. Alors, effectivement, le gros problème, c'est le prix de l'eau. Donc, nous, on applique effectivement un tarif. Et on a une partie donc prix au mètre cube et on a une partie abonnement. Alors, c'est là où on ne respecte pas énormément la loi puisque on a mis un abonnement un peu plus cher que ce que nous autorise le législateur. Parce que sinon, l'effort financier, il est uniquement fait par les résidents principaux. Donc moi, je fais une réunion annuelle où j'ai tous les habitants de ma commune, une réunion publique, et j'explique aux résidents secondaires qu'effectivement, pour participer à l'effort, parce que si les réseaux ont la dimension qu'ils ont avec les réservoirs en capacité, c'est parce qu'on s'applique à tenir compte du pic de population qui peut doubler, tripler, quadrupler pour certaines communes. Donc, il est normal que le résident secondaire participe au même titre. Donc, c'est comme ça que vous avez résolu le sujet. C'est important que vous en parliez parce que parmi les personnes qui nous écoutent et qui sont d'ailleurs aussi invitées à poser des questions, on va les prendre d'ici quelques instants. Il y a effectivement ces situations sur tout le territoire Rhône-Méditerranée-Corse où on a des augmentations de population ponctuelles et qui posent la question du financement au global. Et ce qui est aussi intéressant, très particulier chez vous, sur la communauté de communes du Diois, c'est la grande diversité des situations avant l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des politiques autour de l'eau qui étaient très, très variables, qui étaient Olivier Touringue, si vous voulez intervenir sur ce point. Je vous pose la question parce que je pense que c'est une situation que vous connaissez, vous, mais finalement dans laquelle on peut se retrouver, ou dans laquelle beaucoup d'élus peuvent se retrouver. C'est-à-dire qu'on a ces fameuses intercommunalités, c'est bien, c'est sûrement peut-être l'échelle la plus pertinente pour travailler sur l'eau, vous allez me le dire, d'ailleurs, vous avez sûrement votre point de vue sur le sujet, mais ça veut dire que derrière, il faut aligner des situations qui étaient très diverses jusqu'à présent. Tout à fait. Donc, lorsque la loi NOTRe avait prévu dans un premier temps de nous transférer la compétence à l'Interco au 1er janvier 2020,
à la communauté de communes du Diois, on a tout de suite senti qu'il y avait un enjeu, un travail à faire. Donc, on a essayé de dresser, avec l'aide de l'Agence de l'eau d'ailleurs, un état des lieux, des tarifs et des pratiques, des forces et faiblesses, enfin, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait avec de nombreux schémas directeurs. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que chez nous, nous avions l'avantage de ce que je qualifierais l'avantage du circuit court. C'est-à-dire que le consommateur, l'abonné, il est très proche du producteur. J'habite dans un hameau où il y a un petit réseau, nous sommes 5 abonnés. On sait d'où l'eau vient. On s'aperçoit très vite quand elle manque. Et donc, ça, on considère que c'est une force qu'il ne faudrait pas qu'on perde. Et puis, au travers des schémas directeurs, je pense qu'on a essayé de poser les choses et de montrer quelles étaient nos forces et nos faiblesses. J'ai un exemple, on avait un collègue, puisqu'il n'est plus maire, c'est la seule petite vallée qui a un syndicat de 3 communes. Et que lorsqu'on a fait le point, il nous a dit, mais moi j'ai tout fait, je n'ai rien à faire dans le domaine de l'eau. Et c'était vrai. Sauf que lorsqu'on a regardé ce qu'ils avaient fait dans l'assainissement, c'était plus vrai, c'était zéro. Donc les situations finalement, elles ne sont pas si déséquilibrées que ça. Quand il y en a un qui est en avance sur un point, il est en retard sur l'autre. Et donc, c'est fort de ce constat qu'on essaye de regarder l'avenir. Ce dont on a vraiment, vraiment besoin, c'est de mutualiser nos services, d'avoir de l'ingénierie mutualisée, parce qu'on est, depuis le retrait des services de l'État, notamment les DDAF à l'époque et les DDE, dans l'ingénierie de l'eau, on est un peu tout seul. Il y avait des appuis techniques auparavant qui étaient intéressants, sur lesquels on pouvait, quand on était une petite commune, s'appuyer. Là, c'est plus compliqué. Alors, on peut avoir la compétence. C'est plus tout à fait le cas, mais on a quand même le département de la Drôme, il faut le dire, qui a un service de l'eau et de maîtrise d'œuvre qui nous aide beaucoup, nos communes rurales, et qui nous accompagne aussi financièrement comme l'agence de l'eau dans nos projets. Ouais, Pascal Baudin. Oui, je crois que ce qu'on peut rajouter, c'est que dans nos communes, moi je réalise sur Bellegarde en Diois une dernière tranche dans mon assainissement, coût de travaux 400 000 €. Effectivement, moi, si je n'ai pas l'agence de l'eau, le département et l'État, je suis incapable de financer une opération comme celle-là. Donc aujourd'hui, j'arrive à 80% de subvention sur la commune. Les 20% restants, quand je vois le nombre de personnes que je vais brancher, sont une charge importante pour la commune. Et je crois qu'il y a cet engagement de solidarité avec l'aide de l'agence de l'eau, avec l'aide du département, avec l'aide de l'État, est important pour réaliser ce qu'on a réalisé. Je crois qu'il faut revenir des fois 40 ans en arrière. 40 ans en arrière, la rivière, c'était hélas un égout. Je fais souvent le rapprochement avec les ordures ménagères. Il y avait souvent, chaque commune avait son petit fossé où tout le monde mettait ses poubelles. Et je crois que l'évolution, elle se fait comme ça. On l'a vu tout à l'heure avec la ville de Paris. Je crois que l'évolution, c'est les enfants qui vont faire que on va être plus propre. Alors, je crois qu'il ne faut pas chercher à vouloir faire les choses très rapidement, mais les choses, elles s'inscrivent dans le temps. Et on arrive comme ça dans le temps à changer les mentalités. Pour nous, il y a 40 ans, ce n'était pas un problème de vider nos poubelles n'importe où. Je crois que l'eau, aujourd'hui, c'est la même chose. Au niveau de la Drôme, moi, je suis au syndicat mixte de la rivière Drôme, et je crois que quand on regarde les qualités d'eau, l'évolution de la qualité d'eau, on n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. Il y a encore des choses à faire, mais les choses, elles se font, et c'est important. Et ça c'est le long terme. Mais aujourd'hui, il y a effectivement ce rapprochement de communes. Et comment on fait pour effacer ce sentiment qu'on va payer pour les autres? Parce qu'on le disait, certains sont en avance sur l'eau potable, en retard sur l'assainissement, on a des situations contraires, et au final, ça crée une grande diversité de situations, et on peut avoir quand même aussi des citoyens qui se disent, ah ben non, là, je paye pour le voisin qui n'avait pas fait le boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous avons choisi, dans la mandature précédente, de créer une commission de l'eau avec des représentants de chaque commune. Et ça chauffe ou
Ça a chauffé. Ça a eu chauffé. Ça a eu chauffé. Ce que nous avons essayé de déterminer, c'est des objectifs communs. C'est-à-dire que le travail qu'on a fait, ça nous a permis de dire que nous, on souhaitait conserver des régies, qu'on souhaitait essayer de garder un tarif abordable, même si ce n'est pas toujours simple de définir ce que c'est un tarif abordable, et qu'on souhaitait garder une proximité et une implication. On va perdre avec l'intercommunalité la proximité du rapport à l'eau que vous avez décrit précédemment. Ça, c'est quelques grands principes. Vous êtes appuyé sur ces grands principes et vous avez décliné derrière. Hein, c'est ça l'idée. Voilà, l'idée c'était ça. Et donc de aujourd'hui, il y a une partager situation ça. conflictuelle où ça reste chez vous, hein, chaque situation étant très tendue, ou est-ce qu'on arrive à gérer ça dans le cadre de la loi NOTRe? Alors, je crois que ça s'est détendu, mais on a aussi eu des élections, donc les gens, il y a un certain nombre de personnes qui ont changé. Alors, Pascal qui a été élu en 95, moi aussi, donc nous on est là depuis longtemps, mais quand même, il y a des élus qui changent. Et donc, le travail est un petit peu à refaire, mais je crois que vraiment le fait d'avoir fait ces schémas directeurs et que chacun se penche et relativise son avance ou son retard, ça a été essentiel. Je prends le cas de ma commune, hein, je redis, 150 habitants, 120 abonnés. Eh bien, notre schéma directeur nous pointe 800 000 € de travaux à faire. C'est ça. Voilà. Ça, c'est d'ici très peu de temps. Hein. Voilà. Et quand on en fait, on s'aperçoit. Il faut avoir les 800 000 €. Voilà. Pascal Baudin. Mais quand on a fait je me rappelle, moi, la première réunion, effectivement, ce groupe eau assainissement, quand on a fait le premier tour de table de tous les maires présents dans la salle, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des écarts terribles entre le niveau de chacun, les prix, etc. Et je crois qu'avec ce service mutualisé qu'on a mis en place avec notre animatrice, on a pu effectivement arriver à gommer au fil du temps ces choses-là. Et on a pu engager 2 programmes complets avec l'agence de l'eau. On en est à notre deuxième programme actuellement. Et je crois que c'était une bonne chose. Le fait de se rencontrer entre le maire, on n'était plus chacun chez soi. On était à réfléchir ensemble sur ce qu'il était bon de faire pour la communauté de communes. L'objectif, c'était effectivement, dans un premier temps 2020, puis maintenant 2026, sur cette compétence, alors qui sera une chose difficile pour nos secteurs d'obtenir, puisque on est dans des régions avec très peu d'abonnés. Donc, le problème, c'est effectivement d'arriver à cet équilibre, l'eau paye l'eau. Et dans nos zones, il y aura peut-être besoin d'aménagement législatif pour arriver à cette compétence. Très bien. Jean-Pascal, il y a un mot qu'a prononcé tout à l'heure Hervé Paul, c'est le mot de solidarité, en disant, voilà, déjà, il ne faut pas opposer les territoires peu denses avec les situations urbaines. Et il y a un point très important, c'est la solidarité. Alors, ça peut être un grand mot. Comment ça se décline chez vous? Alors, pour vous présenter un petit peu, vous avez 20 ans de présidence, vous, d'un syndicat des eaux, hein, c'est bien ça. Alors, là, on n'est pas sur l'Interco, on est sur un syndicat des eaux, mais les syndicats doivent être également revus dans le cadre de la loi NOTRe. Donc, on reste dans le débat de cette réforme loi NOTRe. Alors, ce syndicat mixte couvre le territoire de 11 communautés de communes. Donc, il y a la dimension supra-communautaire et ça reste quand même l'acteur principal dans ces questions de service public. D'ailleurs, aujourd'hui, aucune communauté de communes n'a décidé de prendre ces compétences. Et la plupart ne réfléchissent même pas encore à l'échéance de 2026. Parce qu'on est effectivement très présent en tant que syndicat mixte. Je suis arrivé à la présidence dans une grosse période de crise en 2000, où on avait 10% des consommateurs qui ne payaient plus leurs factures depuis une dizaine d'années, et un trou de 3 millions d'euros dans les caisses. C'est le jour où j'ai pris la présidence. Mon trésorier m'a convoqué à 7 h du matin le lendemain pour me dire, voilà la réalité de la situation, vous ne la connaissez pas, mais vous allez la prendre tout de suite en pleine figure. C'est arrivé sur une situation très tendue. Hein, donc, du coup, les élus m'ayant fait confiance et étant, je ne sais plus, 4e ou 5e mandat, les choses sont nettement plus apaisées aujourd'hui, mais la solidarité, on l'a toujours plaidé comme une nécessité en termes de
tarif, que l'on soit dans une commune de 100 habitants, la plus petite qui est la mienne en tant qu'élu municipal, ou dans la petite ville du territoire qui est à 12 000 habitants, les tarifs sont alignés globalement sur des bases équivalentes. Eau plus assainissement, on est autour de 5,80 € du mètre cube, donc c'est un prix qui est élevé. Mais en même temps, je vais rejoindre totalement ce qui a été dit précédemment, et en particulier par Hervé Paul, il faut anticiper. Nous mettons en œuvre 10 millions d'euros d'investissement chaque année sur un territoire de 70 000 habitants. Donc, la solidarité, c'est tout le monde paie le même prix pour investir pour l'avenir. On a commencé effectivement aussi un travail en partenariat avec nos collègues de la dimension environnementale, le PTB, qui a à peu près le même territoire. On est sur le quart d'un département, le quart de l'Ardèche, avec un petit bout sur le Gard, un petit bout sur la Lozère et un petit bout sur la Haute-Loire en même temps. Donc, l'interdépartementalité, on la pratique aussi. On essaie avec nos collègues de l'EPTB d'être dans la prospective. On a commencé par un plan de gestion des étiages, quelque chose qui est désormais assez classique, mais quand on l'a initié il y a quelques années, ce n'était pas le cas. On a fait l'inventaire de ressources souterraines mobilisables pour l'avenir en matière d'eau potable, de manière à pouvoir les préserver. Il nous manque une étape réglementaire pour les protéger véritablement, mais le SAGE va être mis en révision pour permettre cela. Et nous travaillons aujourd'hui à une prospective Ardèche 2050 en matière d'eau, puisque nous avons l'inconvénient des épisodes cévenols, je crois que ça dit bien ce que ça veut dire, puisque nous sommes au cœur de la zone cévenole. Nous avons le fait qu'on est intégré dans la zone méditerranéenne, même si c'est la partie nord de la zone méditerranéenne, donc les plus bas étiages quand on a l'aspect touristique. Et nous, notre population passe de 70 000 habitants permanents à 350 000 personnes avec une forte présence de l'hôtellerie de plein air dans le territoire. Donc la solidarité… L'Ardèche, c'est effectivement très étendu. Voilà. Donc la solidarité, quelle que soit la taille de sa commune, quel que soit le service dont on bénéficie, on paie le même prix partout et on ne cherche pas à baisser le prix. Moi, je répète en permanence depuis 20 ans, non, ne comptez pas sur moi, ou alors il faut changer de président, mais ne comptez pas sur moi pour baisser le prix. Maîtrisons-le, évitons qu'il augmente davantage, mais par contre, consacrons-nous au maximum à l'investissement pour l'avenir. Alors, message, on a eu beaucoup de messages pour les nouveaux élus. Il y a aussi des élus qui, comme vous, sont là dans la partie depuis longtemps. De votre point de vue à vous, qu'est-ce qui est en train de changer aujourd'hui? Vous qui avez ces 20 ans de présidence, j'en profite pour m'appuyer sur votre expérience. Il y a évidemment des mouvements dans la question du rapport à l'eau potable, l'assainissement. Qu'est-ce qui est en train de changer? Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut regarder avec précision pour bien anticiper aujourd'hui? Alors, à partir de l'expérience de ce territoire-là, oui, le premier des sujets… On est vraiment ce qui change, c'est bien les cultures et mentalités sur la question du prix de l'eau. Si ce syndicat a connu de très gros problèmes, a fait disparaître, c'est parce que la combinaison des règles comptables de 1988 et la loi sur l'eau de 1992 ont amené mes prédécesseurs à décider, en décembre 1992, d'appliquer un tarif unique sur tout le territoire. Il y avait 30 ou 40 tarifs différents. Dans ma commune, ça a fait 750% d'augmentation du jour au lendemain entre décembre 1992 et janvier 1993. Donc ça a été brutal. Et donc ça a été tellement brutal que, effectivement, il s'est constitué des associations de consommateurs qui ont fait la une sur le plan national. On a fait à peu près toute la jurisprudence qui soit sur le sujet. Pendant 15 ans, j'ai finalisé 2000 procès consommateurs, 250 procès administratifs. C'était la conséquence de cette question du tarif. Aujourd'hui, et quelles que soient les évolutions de 2026, on se dit clairement qu'on n'appliquera plus brutalement un prix sur des territoires qui adhéreraient. On va négocier une contrepartie, c'est besoin d'investissement, besoin de recettes et évolution de tarifs jusqu'à 10 ans potentiellement pour harmoniser. Je crois qu'il faut savoir retenir de l'histoire les handicaps, mais aussi les avantages. Par contre, les territoires qui vont nous rejoindre, qui voudraient absolument remettre à niveau leurs investissements parce qu'ils sont très bas, eux, par contre, ça sera une marche beaucoup plus rapide, mais ils décideront par la marge d'investissement qu'ils veulent. Nous déciderons par la marge du tarif correspondant. Donc ça, c'est le premier enseignement. Mais le deuxième, c'est effectivement, quand je suis arrivé président, la mentalité était aussi, du côté des élus cette fois-ci, on ne s'occupe que de notre service. On est là pour fournir de l'eau potable. Les enjeux environnementaux, ce n'est pas notre problème. Les débats de société, ce n'est pas notre problème.
pourvu qu'on fournisse de l'eau en tout temps et au maximum possible. Là-dessus, nous sommes associés à 3 personnes, le président du département, le président de l'EPTB et moi-même, pour dire non, nous allons créer une dynamique nouvelle qui existait avec le premier contrat rivière signé en France en 1984 sur l'Ardèche. C'était de dire on va prendre la globalité de la politique de l'eau. C'est bien de penser à consommer, mais c'est bien aussi de penser à protéger, puisqu'en plus, c'est d'abord notre première richesse. L'économie de notre territoire, c'est le tourisme, c'est l'hôtellerie de plein air. Ne sillons pas la branche sur laquelle on est assis. Donc, effectivement, le milieu naturel doit être pris en compte. Donc, de gros efforts grâce aussi, bien sûr, au concours de l'agence, sur des contrats de rivières en matière d'assainissement. Il y en a eu 4 sur le territoire en 20 ans, de manière à ce qu'on construise ensemble une politique. Et on a abouti bien logiquement à la création d'une commission locale de l'eau, à l'élaboration d'un SAGE. Et aujourd'hui, même si c'est 2 collectivités qui travaillent chacune de leur côté, on est en synergie permanente. On ne peut plus non plus penser effectivement que son seul service public. C'est peut-être le deuxième enseignement que je peux tirer de l'expérience de mon territoire et de ma présidence. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Hakim Barak, est-ce qu'on a des questions du côté du fil de discussion? Et si oui, à destination de quels intervenants et intervenantes, sachant que là, on vient de faire le point des métropoles, communautés de communes, syndicats qui sont présents ici, mais on a, entre guillemets, 2 observateurs et observatrices avec l'association Amorce, Muriel Floria qui prendra la parole d'ici quelques minutes, et puis Christophe Whitner, qui est ingénieur à INRAE. Alors, quelques questions? Alors, une question qui est directement adressée à Hervé Paul et à l'élu niçois que vous êtes. Une question de Julie Pilot du Conseil départemental de la Drôme et qui s'interroge sur l'étude ou la source des données dont vous disposez pour les prévisions du changement climatique et que vous utilisez, celles que vous utilisez pour la métropole de Nice en tout cas. C'est des données qui sont issues de notre schéma directeur d'eau potable. Et donc, ce n'est pas des données qu'on a compilées, hein. C'est des données qui sont référencées. Je pourrais lui donner la référence exacte, mais ces documents sont issus de notre schéma directeur d'alimentation en eau potable de la Rive-Droite du Var. Alors justement, ça c'est intéressant, la question des données, parce que c'est vrai que les élus, pour pouvoir éclairer leur choix, doivent s'appuyer sur des données. Où est-ce qu'on trouve les bonnes données? Comment on travaille la question de la donnée? Est-ce que c'est votre domaine, Hervé Paul? Je vous pose une question qui n'est pas prévue, hein, c'est dans le cadre de ce fil de discussion, mais la question de la donnée, c'est quand même un point essentiel pour les élus. Alors, il y a 2 types de données. Il y a la donnée nationale, internationale, pour lesquelles travaille un très grand nombre de spécialistes aujourd'hui et qui sont largement publiées et compilées par le ministère. Et ensuite, il y a les données locales. Alors, les données locales, en fonction de l'état du réseau, en fonction de l'ancienneté de la collecte justement de ces données, on a soit une vision photographique, soit une vision historique. Et on voit bien l'intérêt qu'il y a de collecter le maximum de données. Alors, ce n'est pas pour faire de la donnée pour de la donnée. Moi, je ne suis pas trop l'adepte du big data où on remplit des armoires qui consomment énormément de courant pour stocker de la donnée dont on ne sait pas ce qu'on fera demain. Mais il y a des données qui sont significatives, qui sont utiles. Les volumes mis en production, les consommations énergétiques, les choses comme ça, qui sont intéressantes parce qu'elles permettent de pilotage du service. Voilà. Et donc, ça, c'est très important. Je vais prendre un exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure de territoires ruraux. Les territoires de montagne qui font partie de la métropole, lorsqu'ils sont rentrés dans la métropole, c'était comme vous. Chaque commune avait son service, sa tarification, sa source pour chaque hameau, etc. Bon, il y avait encore des branchements en plan. Enfin, il n'y en avait pas. Personne ne savait qu'il y avait des branchements en plan. On est bien d'accord, hein. Il n'y avait pas de compteur. Donc, la tarification, elles étaient exotiques. Les gens payaient au nombre de robinets, au nombre de pièces, au nombre d'habitants. Il y avait autant de tarification que de communes. Bon, jusque-là, chaque commune avait des dérogations. Dès lors qu'ils sont rentrés dans la métropole, mise en demeure 6 mois après du préfet d'appliquer la réglementation et de faire payer l'eau que les gens consommaient. Donc, on a dû installer 7000 compteurs. Ça nous a coûté 10 millions d'euros, d'accord, pour installer ça. Et on a du coup, on s'est aperçu que sur les branchements, il y avait du plan, on l'a remplacé, etc., etc. Eh bien, le simple fait d'avoir mis des compteurs, ça a permis de diminuer les volumes mis en distribution. En un an, on a fait la consommation de 30%. Pourquoi les gens se sont dit, plus je consomme, plus je vais payer. Avant, je payais, donc j'y ai droit, on laisse le robinet ouvert, d'accord. L'hiver, pour éviter de purger les canalisations quand on monte que le week-end. L'été, comme ça, l'eau est toujours fraîche pour le pastis. Donc, l'eau coule. Et puis, on arrive à la fin du mois d'août et il y a des gens qui n'ont plus d'eau. Eh bien, le fait de mettre des compteurs, d'abord, ça a permis de baisser la tarification parce que les gens ne consomment que l'eau qui paie et ça a permis de beaucoup moins solliciter la ressource puisqu'on a 30% de volume en production en moins, sans que les gens se privent d'eau.
on ne demande pas aux gens, moi je pense que ce qui est important, ce n'est pas de demander aux gens de changer de vie, c'est de limiter les gaspillages. Ce n'est pas exactement pareil. Alors ça, c'est effectivement un point très important sur la question de la modération qu'on a évoqué à plusieurs titres ce matin. Hakim Barek, autre question ou remarque d'ailleurs, parce que ça peut être aussi des points de vue qui sont bien sûr exprimés sur le fil de discussion. Bien sûr, tout à fait. Hervé Paul, vous évoquiez la politique tarifaire qui était pratiquée. Et les seuils à partir desquels des surplus étaient comptés. Une question concernant les agriculteurs. Quel tarif de l'eau? Alors, vous pouvez répondre, mais nos autres invités peuvent également apporter leur réponse. Quel tarif de l'eau pour les agriculteurs qui sont des gros consommateurs, surtout les éleveurs, par opposition aux vacanciers que vous évoquiez tout à l'heure? Alors, évidemment, les agriculteurs, enfin, ce n'est pas évident, mais en tous les cas, au moment du passage à la régie de l'eau, nous avons fait le choix de mettre en place une tarification spécifique pour les agriculteurs et nous appliquons la même tarification partout sur le territoire. C'est-à-dire que soit un agriculteur de montagne ou un agriculteur de la zone littorale, eh bien, lorsqu'il est raccordé au service public d'eau potable, je parle des agriculteurs, c'est-à-dire les gens qui ont comme activité principale, qui relèvent de la MSA, etc. Ce n'est pas le jardinier du dimanche, ce n'est pas ni le jardin d'agrément floral. Donc, les agriculteurs bénéficient d'un tarif qui est très avantageux. Je vous dirai une bêtise si je vous dis le prix aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'aux assises départementales de l'eau, la Chambre d'agriculture et les représentants des jeunes agriculteurs ont loué la politique de la métropole et ont demandé aux autres services publics d'eau de s'aligner sur la tarification qui avait été mise en œuvre par la métropole à destination spécifique des agriculteurs. On considère que ça aussi, c'est de la solidarité. Et même si on vend l'eau moins cher que coûte la production, c'est aussi le maintien d'une activité locale, les circuits courts et donc l'activité économique. Donc, c'est un choix politique de soutien à l'agriculture pour justement avoir des productions locales de produits agricoles et surtout du maraîchage, beaucoup chez nous. Donc, il y a certains qui ont déjà leur propre pompage, eux qui sont évidemment en lien avec l'Agence de l'eau pour la redevance prélèvement, mais les autres ont une tarification très avantageuse. Pascal Baudin. Oui, alors moi, je ne parlerai pas d'agriculteurs, je dirais pour les éleveurs, parce que c'est bien une notion d'élevage. Alors effectivement, nous, contrairement à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, il y a certaines communes qui appliquent un tarif dégressif, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les premiers mètres cubes qui ont un certain prix, et puis après, pour effectivement les éleveurs, pour les chevriers qui ont une machine à laver, une machine à traire à laver, donc il y a une consommation d'eau qui est effectivement plus élevée. Alors, des fois, on a tendance à dire, puisque les mètres cubes supplémentaires sont moins chers, ça peut inciter à consommer plus pour certaines personnes. C'est la remarque qu'on peut se faire parce qu'on parlait de modération à l'instant et on parle de prix bas pour les agriculteurs. Voilà. Comment on trouve l'équilibre aussi du prix donc, pour à la fois inciter la modération tout en préservant une filière économique? Voilà, et puis comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où les gens vivent leurs sources, parce que c'est important, je crois qu'effectivement, ouvrir un robinet puis pas avoir d'eau, c'est quelque chose que les gens ne peuvent plus accepter. Donc, à partir du moment où c'est bien compris par la population, je dirais que ça se fait sans problème, quoi. Très bien. Oui, Jean-Pascal. Oui, c'est juste un exemple aussi, mais il s'avère que nous avons une assemblée syndicale ce soir et qu'on va créer un groupe de travail pour rentrer dans les catégories d'usagers pour établir des tarifs différenciés. Aujourd'hui, tout le monde est sur un tarif unique. Il s'avère que les consommations les plus importantes sur notre territoire, 90% c'est du domestique, pour les 10% restants économiques, c'est effectivement les éleveurs sur la partie Pont-de-Sévenol, mais c'est aussi les campings dans toute la partie vallée de l'Ardèche. Et ils sont à peu près sur les mêmes niveaux de consommation. Donc, très concrètement, je vais ouvrir le débat à partir de ce soir avec le conseil d'exploitation aussi de la régie qui est présidé par un collègue ici présent. Nous allons nous poser la question, est-ce qu'on fait une catégorie éleveur et bien distincte de celle des campings puisqu'on est sur les mêmes niveaux de volume. Donc, c'est une question totalement d'actualité. Voilà. Et sur le ton, alors je reprends les propos tout à l'heure de Célia Blowell, il ne faut pas chercher à être trop gentil dans les débats parce qu'on est obligé de mettre sur la table des questions bien concrètes et à la fois, il faut quand même rechercher la concorde. Donc ça, c'est l'expérience sur le long terme où on acquiert finalement cette vision un peu républicaine, démocratique du débat parce que là, vous avez posé des questions qui vont finalement ennuyer certains acteurs économiques qui les mettent… Oui et non. Par exemple, sur la catégorie accueil touristique,
ça fait 2 ans qu'on discute avec les représentants professionnels avant que l'Assemblée ne prenne une décision. Vous avez commencé à aborder la question, quoi, on va dire. Les expériences passées de mesures radicales qui ont généré 15 ans de combat judiciaire font qu'aujourd'hui, on commence d'abord par discuter avec le territoire, les acteurs, et ensuite, on prend les décisions, bien évidemment. Mais 2 ans de travail avec l'hôtellerie de plein air, par exemple, et qui va se traduire par des mesures à mettre en place d'ici le 1er janvier 2022. Est-ce qu'on a fait le tour des questions, Hakim Marek, ou est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui, Hervé Paul, vous vouliez ajouter un point? Un mot, parce que lorsqu'on parle de tarification progressive, souvent, on nous oppose le problème des grands collectifs, des habitats collectifs, où les gens donc, qui n'ont pas procédé à l'individualisation se voient donc pénalisés, puisque c'est le compteur de la copro qui va donc générer la consommation et donc le prix du mètre cube qui augmente en fonction de la consommation. D'abord, pour dire que avant de mettre en place cette tarification progressive, on a eu une grande politique sur la métropole de Nice d'accompagnement des bailleurs sociaux, et on a accompagné les bailleurs sociaux dans l'individualisation des compteurs. Donc, tous les... Comme ce que je disais, Jean-Pascal, à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut anticiper les choses aussi. Voilà, il faut anticiper. Préparer le terrain, on va dire. Et donc, on a individualisé les compteurs, et au lieu d'avoir donc de lignes sur la feuille de charge, eh bien, chaque locataire d'un logement social reçoit sa facture d'eau. Donc déjà, ça a permis de les rendre maîtres de leur consommation. Parce que quand vous êtes sur les charges, en plus, vous avez une grande partie qui est au tantième ou autre, enfin, c'est très compliqué. Là, ça responsabilise les gens. Et en même temps, on a distribué des kits hydroéconomes pour que les gens consomment moins, avec des mousseurs, etc. Donc ça a été très bien perçu. Et ensuite, dire qu'il n'y a aucun problème juridique maintenant à ce que par catégorie d'usagers, mais c'est pas que les éleveurs, c'est tous les agriculteurs. On ne peut pas dire le maraîcher, je lui fais payer l'eau plus cher que l'éleveur, c'est l'agriculteur. Après, il y a d'autres solutions qui existent. On est en train de travailler avec le ministère sur le club des bonnes pratiques et pour la tarification incitative et les économies d'eau, avec chaque territoire a sa réalité. On parlait tout à l'heure de Célia Bloel, 2 millions d'habitants, ils ont 11 000 abonnés. Sur la métropole de Nice, on a 550 000 habitants, on a 161 000 abonnés. Et dans votre commune, il y a presque autant d'abonnés que d'habitants. Donc oui, les territoires sont différents, mais il existe des solutions partout. Il ne faut pas vouloir trouver la solution qui va s'appliquer à chaque endroit, mais par contre, il faut trouver la solution qui est adaptée au territoire. Et par exemple, la tarification saisonnière, c'est quelque chose qui est possible. Lorsqu'on a des territoires où il y a beaucoup de résidences secondaires, on peut dire entre le mois de juin et le mois de septembre, le tarif de l'eau, ce n'est pas le même que le reste de l'année. Ça, c'est des choses qui existent. Dans les stations de ski, par exemple, ou d'autres, c'est l'inverse. Enfin, vous voyez, donc tout ça, c'est possible, ça existe. Les résidences secondaires peuvent être tarifiées différemment des résidences principales. Ce n'est pas attaquable juridiquement. Il n'y a pas de... Non, tout ça, c'est fondé en droit et c'est juste de trouver le bon dosage et le bon niveau d'acceptabilité par l'abonné, donc de concertation. Et bravo pour le formidable travail que vous faites pour essayer de convaincre avant d'appliquer. D'aller vers l'application. Olivier Touringue et Jean-Pascal. Oui, nous, simplement, dans notre communauté de communes, ce dont on s'aperçoit, c'est quand même que la fréquentation touristique est estivale et qu'on aurait une part fixe autorisée par la loi qui serait supérieure à celle d'aujourd'hui. Ça reflèterait beaucoup plus les investissements qu'on doit faire, hein, puisque ces investissements qu'on fait, on fait souvent pour les périodes de pointe, premièrement. Et que, deuxièmement, le passage à la prise de compétences intercommunales serait accompagné d'un temps où on puisse avoir des concours des communes sur le budget de l'eau. C'est quelque chose qui nous paraît vraiment nécessaire pour éviter les 2000 procès. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part la ville principale qui a 4500 habitants, qui, elle, a un budget équilibré et une obligation de budget équilibré. Beaucoup de communes, certaines n'ont qu'une comptabilité analytique, et une commune comme la mienne, qui a un budget séparé de l'eau, est obligée, pour équilibrer ses investissements, de verser des subventions du budget général au budget de l'eau. Et je pense qu'une période transitoire au moins, après le transfert, serait vraiment nécessaire à éviter une inflation ingérable. Parce qu'on parlait de ne pas être brutal, hein, dans l'augmentation du prix, et là, ça pourrait se produire si jamais il n'y a pas cette transition. Jean-Pascal, vous vouliez ajouter Oui, juste pour arriver à convaincre aussi les acteurs, et notamment les acteurs économiques, il faut parfois faire quelques efforts aussi. C'est-à-dire que très concrètement, par rapport à l'hôtellerie de plein air, nous avons décidé aussi de les accompagner pour moins consommer. Effectivement, bien maîtriser leur consommation.
vérifier, expertiser avec eux l'ensemble de leur réseau interne pour réduire, supprimer les fuites, éviter aussi, dans l'esprit développement durable, le recours systématique pour leurs touristes à des bouteilles d'eau. Ici, on a le bel exemple sur la table, mais très concrètement, c'est des fontaines à eau à partir du réseau public que l'on va mettre en place dans les campings, ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ce travail se faisant de manière partenariale, ça évite le conflit ensuite sur le prix. C'est juste l'illustration que je voulais donner en plus. Alors justement, pour éclairer les élus, l'association Amorce, Muriel Floria, a édité un guide pour pouvoir documenter. Alors, on a beaucoup parlé des nouveaux élus. Encore une fois, il y a une part de nouveaux élus, mais il y a aussi des élus un peu plus anciens. Qu'est-ce qui a poussé l'association Amorce? Alors, l'association Amorce, c'est à peu près 1000 adhérents environ, et vous allez sur des actions d'information. Alors, c'est dans l'énergie, historiquement, concernant les déchets. Je souvent rencontré l'association Amorce dans les réunions ADEME. Et là, depuis quelques années, vous vous intéressez également aux questions relatives à l'eau. Effectivement, on vous entend bien, oui, je pense. Effectivement, donc l'association Amorce, qui existe depuis la fin des années 80, travaille historiquement dans le domaine des déchets et de l'eau. Et l'ADN de l'association, c'est vraiment en fait d'accompagner ces services publics vers la transition écologique. Alors, si on prend le cas des déchets, ça a été cité tout à l'heure par M. Baudin, on était dans un service finalement qui collectait des ordures ménagères et les enfouissait. Et maintenant, on est vraiment dans une logique d'économie circulaire avec des actions de prévention. Donc, on est vraiment passé d'un service utilitaire à un projet politique pour un territoire. C'est la même chose dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, on a des stratégies climatiques à l'échelle des territoires, des stratégies de lutte contre la précarité énergétique. Et dans le domaine de l'eau, l'ambition de l'association, c'est d'accompagner les territoires, d'accélérer en fait cette démarche qui est déjà en cours, on le voit dans certains territoires, vers ce projet politique avec une forte dimension environnementale et sociale autour des questions de gestion de l'eau. Alors, ce guide, qu'est-ce qu'on y trouve et quel a été le besoin d'information que vous avez identifié, qui a été le manque, entre guillemets, pour pouvoir le voir là qui apparaît, l'élu, l'eau et la transition écologique. Quelles étaient les informations que vous aviez envie de transmettre avec les agences de l'eau et la Banque des territoires? Oui, alors déjà, remercier les agences de l'eau et notamment l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui était un peu le bras armé des agences de l'eau pour nous soutenir dans ce projet et puis la Banque des territoires qui nous ont accompagnés. L'ambition, elle était vraiment en quelques pages, en une centaine de pages, de donner un peu une vision globale aux nouveaux élus de ce qu'étaient ces enjeux environnementaux dans le service de gestion de l'eau et de les inciter en fait à s'emparer pleinement de ces sujets. Alors, certains sont déjà, dans certains territoires, on est déjà en train de passer à la transition écologique des services d'eau et d'assainissement. Dans d'autres, c'est plus nouveau. Et par ce biais, on voulait vraiment montrer que c'était possible dans tous les territoires, avec des exemples incitatifs, des exemples engageants et très concrets aussi, de façon à ce que les élus aient envie de s'impliquer. Et puis également, les informer en fait, de notions qui peuvent être assez évidente pour des gens qui travaillent dans le domaine de l'eau depuis longtemps, mais peut-être moins pour des gens qui arrivent. Les notions de bassin versant, les notions de nappe d'eau, en fait, les élus vont se retrouver en charge de compétences sur des périmètres administratifs qui ne sont pas forcément les périmètres de la gestion de l'eau. Et ça va vraiment nécessiter de la solidarité amont-aval à l'intérieur des intercommunalités, mais aussi en dehors des intercommunalités. Tout le monde n'a pas la chance finalement d'avoir un bassin versant intégralement dans son territoire. Donc, ça va nécessiter de travailler avec d'autres élus, ces élus voisins. Et puis, également, le fait de montrer que l'eau, alors tout le monde en a conscience, mais c'est vraiment un maillon essentiel de l'aménagement du territoire, du développement économique d'un territoire. Et ça va aussi nécessiter que les élus travaillent avec leurs collègues d'autres thématiques, de façon à ce que la stratégie eau, la stratégie assainissement qu'ils vont avoir construit, la stratégie eau pluviale aussi, elle infuse vraiment toutes les politiques d'une commune, d'une intercommunalité, que ce soit par exemple sur le domaine de la gestion des eaux pluviales. On sent que le lien avec l'urbanisme est essentiel, mais aussi en termes de développement économique, on le voit ici avec l'eau potable, la nécessité d'associer tous les acteurs du territoire. C'est aussi le cas par exemple sur des sujets de déchets où il y a un vrai sujet par exemple au niveau du transfert de certains macro-déchets vers le cycle de l'eau via nos réseaux d'assainissement, via nos cours d'eau, et c'est notamment le cas des déchets plastiques qu'on retrouve ensuite malheureusement dans les mers.
Alors, on va y revenir à ces sujets dans le courant de l'échange, parce qu'on va aller sur ces questions aussi de durabilité aussi, des politiques autour de l'eau. Christophe Wittner, on avait une question tout à l'heure sur les données. Où trouver la bonne donnée? Alors vous, je pense que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement parce que vous êtes ingénieur donc spécialiste en gestion des services d'eau et d'assainissement à l'INRAE, donc, qui est depuis le 1er janvier dernier l'évolution de l'INRA, puisqu'il y a eu en fait la fusion avec IRSTEA. Donc voilà, il y a beaucoup de compétences au sein d'INRAE, et parmi les compétences, il y a bien sûr, quand on est penché sur ces questions, trouver la bonne donnée au bon endroit. Alors vous, dans votre domaine, pour apporter des chiffres, mais alors pour les élus, où est-ce qu'on trouve la bonne donnée? La question que je posais tout à l'heure à Hervé Paul, il y a beaucoup de sources intéressantes. Ça dépend ce que vous cherchez. Hein. Alors, ouais, la question est vaste. Le monde de l'eau est vaste, donc on trouve beaucoup de données. Si vous voulez donner un peu une vision synthétique de ce que c'est aujourd'hui la gouvernance de l'eau pour les services d'eau et d'assainissement, vous avez l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement, qui est porté par l'OFB, et qui chaque année publie un panorama des services statistiques sur la gouvernance, le nombre de collectivités aujourd'hui qui portent ce type de compétences, sur la performance, entre autres, qui est quelque chose de très riche. Après, vous avez les rendus de certains nombre de journées comme celle d'aujourd'hui. Vous avez le monde de la recherche et de l'expertise qui produit de la donnée. Donc, voilà, ça dépend. C'est difficile à répondre. Il y a des portails aussi, parce que c'est vrai qu'il y a aussi une politique de l'État de mise à disposition de la donnée. Alors, pour les élus, mais aussi pour le grand public. C'est une des grandes actions de l'État, d'avoir peut-être pas ces big data dont parlait tout à l'heure Hervé Paul pour les moulinets, mais en tant que citoyen, on peut avoir envie d'avoir de l'information. Et là, il y a le portail Eau France qui permet aussi d'avoir… Oui, alors les portails Eau France, dans lequel vous avez la base de données qu'on appelle SISPA, qui effectivement, dans lequel les services d'eau et d'assainissement sont invités à renseigner leurs caractéristiques et ainsi que leurs performances. Alors, ce qui a donné une belle montée en puissance, mais une grande partie du monde rural est resté un peu en dehors du système, parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de culture de la gestion de la donnée. Et donc, c'est un petit peu parfois une boîte noire, mais les grands services d'eau sont au rendez-vous, et les grandes collectivités structurées, plus une partie des plus petites collectivités. Donc là, on peut s'en faire une bonne idée. On peut télécharger sous tableur toutes les données, on peut faire les calculs comme on veut. Et puis, si on n'a pas envie, on a donc ce que je signalais tout à l'heure, le rapport annuel produit par l'OFB sur le panorama des services d'eau et d'assainissement, ce qui donne déjà une bonne idée. Alors, on a beaucoup évoqué la question du prix. On va revenir tout à l'heure sur la question d'action durable, parce qu'on peut aussi avoir une vision de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement dans des perspectives de transition écologique. Mais alors, sur la question du prix, on est passé quand même à des visions très différentes. Au début des années 90, on questionnait beaucoup les prix trop élevés. Aujourd'hui, on en est presque à questionner les prix trop bas, si on relève un peu ce qui s'est dit dans le cadre de cet échange. Et c'est quelque chose que vous constatez, vous, en tant que chercheur. Oui, tout à fait. Fin des années 80, début des années 90, effectivement, alors c'était surtout le monde de la délégation de services publics. Il y a eu quelques scandales. Et puis après, le législateur est intervenu avec la loi Sapin, obligation de mise en concurrence, de transparence. Et puis les collectivités se sont saisies un petit peu de cet objet-là, ont régulé. On le voit encore 30 ans après les effets. Là aussi, si les gens sont intéressés, il y a une enquête qu'on appelle Loi Sapin, qui est disponible sur le site de l'OFB également, qui est très intéressant, qui donne des idées. Donc ça, c'est un grand mouvement, effectivement, où on tend vers le juste prix de l'eau, mais on est parlé par le haut. Et aujourd'hui, on questionne de plus en plus les prix trop bas. Alors l'agence RMC est un peu un pionnier, je crois, parce qu'ils ont conditionné certaines aides à la mise en place d'un prix plancher. Donc, pour accéder à certaines aides financières, il faut pratiquer. Et c'est un petit peu pour distinguer un petit peu ce qui relève de l'assistance, de l'assistanat, finalement, quelque part. Et il faut se dire que certains services dans certaines zones s'appliquent eux-mêmes. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et pas rester tout le temps dans cette position en disant je suis petit, il faut qu'on m'aide. Il faut également qu'il y ait une dynamique. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les enjeux, on en a parlé, des impacts du changement climatique, la problématique du financement du renouvellement des infrastructures, la problématique de la performance, la problématique de garantir la permanence du service, la sécurité du service, la qualité sanitaire. Tout ça, ce n'est pas avec un prix de l'eau de quelques dizaines de centimes au mètre cube qu'on y arrivera. Et il est aujourd'hui temps pour ces territoires. Alors, il y a la loi NOTRe qui les pousse en avant. Alors justement, elle change quoi, cette loi NOTRe, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que ça bouscule en fait? Alors, la loi NOTRe, il faut comprendre qu'on est dans un paysage extrêmement hétérogène. On a aujourd'hui quasiment acquis des grands pôles urbains de l'eau, qui sont les grands pôles, sur les métropoles, communautés urbaines, et maintenant également en grande partie sur les communautés d'agglomération.
Puis on a un monde rural qui est très hétérogène. On a depuis très longtemps de grandes intercommunalités qui existent, qui ont plusieurs décennies de vie. Et puis on est quand même resté beaucoup sur l'échelle communale, hein, sur les toutes petites communes, alors qui répondaient pendant un certain temps aux besoins de la population, qui ont créé, hein, il y a des tas de gens qui étaient des pionniers, qui ont créé ces services-là. C'est quand même une sacrée aventure, hein, parce que c'est des activités très capitalistiques, donc il faut mettre beaucoup de capital pour investir dans les infrastructures. Parfois, les élus sont investis eux-mêmes dans certaines tâches d'exploitation, parfois les font entièrement. Donc voilà. Donc on ne remet pas du tout en cause ça, ce n'est pas une critique du passé, hein, ce n'est pas une stigmatisation, ce n'est pas de dire, mais aujourd'hui, il faut passer à un autre modèle. On a des territoires aujourd'hui ruraux qui n'ont pas accès à l'ingénierie. Alors quand on n'en a pas besoin, on se dit, c'est pas grave, mais le jour où on en a besoin, on fait quoi? Et surtout, le jour où on en a besoin de manière urgente, on fait comment? Il y a des services d'eau qui ne dégagent pas de capacité d'autofinancement, donc on n'est pas capable de financer l'investissement. On fait comment? Il y a parfois des qualités sanitaires qui ne sont pas acquises simplement parce que l'employé n'a jamais été formé, même à manipuler un chloromètre. Mais vers qui on se tourne alors du coup, Christophe Huitner? Parce qu'on avait tout à l'heure le témoignage d'Olivier Tourin qui disait on avait auparavant des services vers qui se tourner, qui ont malheureusement un peu disparu. Vers qui doit-on se tourner quand on est une toute petite commune et qu'on a besoin d'informations techniques? Alors, il y a aujourd'hui des cas, parce que la loi NOTRe est en cours, hein, on a repoussé l'échéance au 1er janvier 2026. Donc, voilà, il y a des interlocuteurs, Amorce fait partie. On a des exemples aujourd'hui de départements ou de collectivités qui sont même parfois allés beaucoup plus loin que ce que demandait la loi NOTRe. Donc, s'ils ont besoin d'exemples, ils peuvent être guidés. Et même dans le monde rural, hein, je ne parle pas des grandes métropoles, parce que c'est vrai, quand on a un monde rural, on peut se dire, c'est vrai, ressembler à une grande métropole, une communauté urbaine, ce n'est pas notre contexte. On l'a vu avec l'agriculture, même si a été touché en périphérie avec la réforme du périmètre des métropoles, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on a aujourd'hui dans les territoires ruraux des communautés d'agglomération ou même des syndicats qui sont syndicats mixtes ou des communautés de communes qui ont pris ces compétences-là, qui ont parfois déjà 2 ou 3 années d'expérience. Donc, c'est se tourner vers ces exemples-là pour voir, comme on l'a fait sur certains éléments, débat pour trouver l'exemple, comment ils ont fait, avec quelle manière, quelles sont les difficultés qu'ils ont dû traverser, quels sont encore les défis à relever aujourd'hui, quelles sont les conséquences, quels sont les moyens qu'il a fallu mobiliser, etc. Très bien. Alors, aujourd'hui, on est aussi face à des enjeux de transition écologique. Muriel Floria, on a évoqué l'énergie tout à l'heure. Il y a aussi la question de la valorisation matière. Il y a l'articulation avec l'agriculture pour pouvoir faire un retour à la terre. Et on en a besoin plutôt que d'avoir des produits qui sont d'origine industrielle, on peut utiliser aussi des matières organiques pour les remettre dans les sols et enrichir les sols. Quelles sont en fait les différentes voies que l'association Amorce évoque dans le guide qu'on a évoqué tout à l'heure? Quelles sont les possibilités d'aller vers une transition écologique ramenée à cette question, rapportée à cette question de l'eau potable et de l'assainissement? Alors effectivement, il y a des possibilités de transition énergétique, hein, vous le disiez avec par exemple les sous-produits de l'assainissement. Il existe en fait des solutions finalement pour tous les services. On peut à la fois mieux valoriser en fait nos sous-produits. C'est le cas notamment des boues d'épuration on l'a vu dans le film, hein. On peut imaginer les méthaniser pour en faire du gaz. On peut bien sûr valoriser les fertilisants qui se trouvent à l'intérieur, soit par l'épandage des boues, soit en allant récupérer directement ces fertilisants. Mais il y a aussi la possibilité pour les services de devenir vraiment des producteurs d'énergie renouvelable, que ce soit en valorisant la chaleur, en valorisant l'énergie potentielle de l'eau, mais aussi en mettant à disposition, par exemple, sur leur bâti, sur leur foncier, des panneaux photovoltaïques, et vraiment en devenant des acteurs majeurs des PCAET, des plans climat des territoires. Donc ça, c'est une des voies, mais on a de multiples solutions pour participer à l'adaptation aussi face au changement climatique, notamment en gérant autrement les eaux pluviales. Et justement, je voulais rebondir tout à l'heure, on parlait d'investissements importants dans le cadre des schémas directeurs. En fait, se poser la question dans les schémas directeurs de cette transition écologique, ce n'est pas forcément rajouter de l'investissement, c'est peut-être faire autrement, c'est peut-être pas forcément faire beaucoup plus cher, peut-être même faire moins cher. Il ne faut pas en avoir peur, il faut l'inclure dans la réflexion dès le départ. Hein, c'est ça. Tout à fait, et je pense vraiment, et c'est d'ailleurs un des chapitres du guide qui incite dans vos différents schémas directeurs, que ce soit des schémas directeurs eau potable, que ce soit des schémas directeurs assainissement, de gestion des eaux pluviales, à vous poser un certain nombre de questions. Peut-être que dans votre territoire, vous ne cocherez pas toutes les cases, c'est tout à fait légitime, et puis il y a aussi la logique d'y aller par petits pas, mais en tout cas, il faut vraiment profiter de ces temps pour se poser les questions et identifier
identifier ce qui pourrait être une force pour le territoire. Ça ne coûte pas forcément plus cher, ça peut même des fois être des valorisations, alors soit des externalités positives, soit même par la vente par exemple du biométhane, des recettes supplémentaires. En tout cas, il faut se poser ces questions et je pense que les schémas directeurs sont des bons moments pour se poser ces questions. Et puis, il faut aussi peut-être sortir des silos métiers. Je l'évoquais tout à l'heure avec la question des plastiques. Voilà, c'est des choses qui se construisent avec le service déchets, avec le service économie, développement économique d'un territoire pour trouver des solutions à l'échelle d'un territoire. Jean-Pascal, vous vous êtes lancé dans cette aventure, vous, des stations d'épuration durable ou de la valorisation matière, de la question de l'énergie aussi, parce qu'on peut aussi avoir des zones d'économie quand on passe d'une alimentation énergétique à une autre qui est favorable à un territoire, parce qu'on a une ressource localement. Alors, sur la démarche développement durable, oui. Sur la valorisation via les STEP, par exemple, c'est un peu plus délicat. Nous avons 27 territoires d'assainissement avec des stations dont la plupart sont des fils plantés de roseaux. Donc, on est avec des choses sur peu d'usagers, 11 000 abonnés au service assainissement divisé en 27 services. Donc, bon. Là-dessus, c'est peut-être pas pour l'instant les marges de manœuvre. Mais par contre, 2-3 exemples. Le premier, on utilise l'ensemble de nos bâtiments pour poser du photovoltaïque. Effectivement, on est en zone de montagne, la puissance énergétique, elle représente un coût non négligeable, le quart quasiment de nos dépenses. Chaque fois qu'on peut la réduire, bien évidemment. Lorsqu'on réalise des équipements en eau potable loin de tout réseau de distribution électrique, on utilise soit des panneaux, mais aussi les microturbines à l'intérieur du réseau pour faire tourner l'équipement qui permet de fournir de manière satisfaisante le service. Donc, toutes ces pistes-là, on les travaille. Simplement, on doit les adapter à ce qui est du rural. Je crois que ça a été dit par mes collègues du DIWA, où il y a une faible densité de population. Recycler les eaux d'épuration pour faire des espaces verts. Les espaces verts, ils sont naturels chez nous, mais il n'y en a pas qui soient organisés, pour être clair. Et ils ne sont pas irrigués, et ainsi de suite. Mais chaque fois qu'on trouve une piste de travail, bien évidemment, on la développe. Hervé Paul, vous turbinez, vous, en réseau. C'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez les descentes d'eau, on va dire, pour pouvoir fabriquer de l'électricité, quoi. Oui, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a la chance d'avoir que nos ancêtres ont construit un canal de 30 km qui amène l'eau de la Vésubie sur les points hauts de la ville de Nice. Donc, en fait, l'eau arrive gravitairement en point haut. Et puis, on a tout de suite en dessous, on a vraiment une grosse cassure, de grosses consommations. Alors, on avait des tuyaux et pour éviter que les canalisations explosent en bas, on était obligé de mettre des réducteurs de pression. Et puis, lors d'une visite il y a une quinzaine d'années, on a dit, mais quand même, c'est dommage, si on avait réfléchi à mettre une turbine, peut-être on pourrait créer du courant. Puis, l'idée a germé, on a fait étudier ça et on a installé sur notre réseau 4 turbines en fait, qui produisent de l'électricité. Je vous ai montré tout à l'heure l'alimentation. Pour qu'on se fasse une idée. Alors, je vais y venir. Sur l'alimentation que je vous montrais tout à l'heure en secours depuis le Var pour remonter vers le canal de la Vésubie, lorsqu'on a trop d'eau dans le canal de la Vésubie, pour éviter de noyer les réservoirs de l'usine, on a une canalisation qui ramène l'eau vers le Var. Là, c'est pareil. On avait des pompes qui revenaient l'eau, mais on n'avait rien à la redescente. Donc, on a installé des pompes. Aujourd'hui, alors avec les désagréments liés à la tempête Alex, etc., mais en moyenne, on est à peu près entre 8 et 10 millions de kilowattheures produits sur le réseau. Et les 4 turbines dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des turbines qui sont sur le réseau d'eau potable. C'est-à-dire l'eau ne coule que lorsque les gens ouvrent le robinet. Et l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que quand est-ce que les gens consomment de l'eau? En général, ils consomment de l'électricité. C'est le matin quand ils se lèvent, c'est le soir quand ils sont à la maison. Donc, on a cette production d'eau, d'électricité à partir du réseau d'eau potable. Là, c'est une première européenne, peut-être mondiale, parce qu'il a fallu avoir toutes les qualifications pour avoir la turbine sur le réseau d'eau potable. Voilà. Quand on est sur l'eau brute, il n'y a aucun problème, c'est vieux comme longtemps, mais là, c'était très, très particulier, très novateur. Et donc, je vous dis, c'est quand même quelque chose d'important. Et en gros, lorsqu'on est sur les bonnes années, le système de production d'électricité permet de compenser la consommation de la régie de l'eau à l'échelle de la ville de Nice. Je dis bien de la ville de Nice. Ce n'est pas de l'ensemble de la régie, mais sur la ville de Nice, on est presque équilibré en électricité. On parlait il y a quelques minutes des problèmes aussi, de tout ce qu'on envoie dans le milieu naturel. On sait qu'on doit préserver évidemment la ressource, mais également le milieu marin. Là, vous êtes, vous,
sur le littoral. On connaît la fragilité de la mer Méditerranée. Il y a un sujet dont on ne parlait pas il y a 2 ans ou 3 ans, c'est les plastiques. En tout cas, pas des microplastiques. Là, on en parle beaucoup. Alors, on en parlait un petit peu dans les milieux scientifiques. Je viens avoir animé des rencontres à Nantes où on commençait à évoquer ces sujets avec des personnes sensibles au milieu marin. Maintenant, on parle bien des microplastiques. On sait que c'est une pollution grave qui s'inscrit vraiment dans notre paysage, qui va rejoindre aussi les fonds marins, poser des gros problèmes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, ça ne va pas concerner toutes les communes, cette question. C'est évidemment celles qui sont plus en bord de littoral. Quoique, les plastiques, ils viennent d'un peu partout sur le territoire. Je vois, vous avez raison, Muriel Floria. De toute façon, on jette un mégot à Strasbourg, on le retrouve dans la mer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces pollutions et pour préserver le milieu, Hervé Paul? Alors aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait avec des pilotes qui ont été mis en œuvre pour déjà essayer de voir comment on peut les traiter. La métropole de Nice a décidé de lancer la reconstruction totale de sa station d'épuration phare, qui est celle d'Aliotis, qui était la station d'épuration de Nice, qui a été construite dans les années 80 et qui aujourd'hui traite les effluents de 19 communes. Donc 650 000 équivalents habitants, la capacité de la station d'épuration, qu'on va entièrement reconstruire alors qu'elle est conforme, qu'elle est aux normes. Parce que le génie civil est vieillissant, mais surtout aujourd'hui, on ne traite de façon parfaite, et on va bien au-delà de l'arrêté de rejet, sur le traitement des eaux. Mais il n'y avait pas à l'époque le traitement des boues. Donc notre objectif, c'est de métalliser la totalité des boues et en reconstruisant la station, justement, de développer non seulement le côté énergétique, avec la récupération de la chaleur. Quand on a de la méthanisation mésophile, évidemment, on a un besoin de chaleur. Donc, il y a tout ça, cette récupération de chaleur. Cette dimension aussi où on va traiter de grande partie des effluents, 150 mètres cubes heure sur donc les microplastiques. Et derrière, on va faire de la réutilisation d'eau usée traitée, puisqu'on a des parcs urbains qui sont à proximité immédiate de la station. Et au lieu d'utiliser de l'eau brute pour arroser les plantes du parc Phoenix, par exemple, ou les jardins de la promenade des Anglais, on va pouvoir utiliser l'eau usée, traitée, donc avec un traitement tertiaire, qui va nous permettre de générer plus d'1 million de mètres cubes par an d'eau usée traitée. Donc là, on n'est plus à l'échelle du pilote, on est à l'échelle 1, j'allais dire, et on produit donc de l'eau de qualité. On gère la consommation énergétique à l'échelle d'une installation de cette importance-là, et aussi la réutilisation d'abord des calories ou des frigories, puisqu'on s'en sert aussi pour faire du froid, des eaux usées traitées, sur les eaux usées traitées, et enfin donc la réutilisation matière de l'eau à travers l'eau qui va servir pour l'arrosage, sans oublier donc la méthanisation qui va nous permettre de générer une production très importante de biogaz, de biométhane, qui est directement réinjecté sur le réseau. Voilà, donc ça existe déjà. On l'a fait à Cannes-sur-Mer avec la station Aéris qui est en train de se terminer là, où avec les apports de boue de stations extérieures, eh bien, la station produit plus d'énergie qu'elle en consomme, en tenant compte des équivalences entre le biogaz et l'électricité. Il y a des normes qui sont aujourd'hui reconnues par tous. La station donc, va produire plus d'énergie qu'elle en consomme, alors que les stations d'épuration, c'était quand même des ouvrages qui étaient très consommateurs, très énergivores jusqu'à présent. Voilà. La nouvelle génération, c'est ça. Christophe Wintener, il y a des marges de manœuvre pour gagner un petit peu justement en dépenses ou avoir des possibilités d'équilibrer différemment les comptes aujourd'hui. Ça reste du domaine du mirage, il faut vraiment s'y atteler. Il y a des perspectives concrètes, on va dire. Alors, dans le cas de l'application de la loi NOTRe, parce qu'on part sur des périmètres plus grands, on a effectivement des retours de cas où des services effectivement dégagent des marges de manœuvre, parce qu'on s'est aperçu que les petites structures souvent avaient du mal parfois à réguler un certain nombre de prix. Par exemple, plein de contrats de prestation de services, puis ils n'avaient pas, voilà, on fait perdurer d'année en année ou par pas de temps de 50 ans ces contrats-là sans jamais questionner finalement, sans avoir de repères de prix sur ce type de prestations. Parfois, c'est aussi de faire des commandes plus importantes, quand vous renouvelez des compteurs d'eau, par exemple, quand vous en commandez, je ne sais pas, 4 000, ce n'est pas le même prix que si vous en commandez 10. Donc, on a vu des économies d'échelle ici sortir. Il y a une communauté de communes qui est sur le bassin RMC qui a identifié 90 000 € d'économies par an. Alors, vous ne financez pas durablement tout le renouvellement du patrimoine, bien évidemment, mais ça montre qu'on peut retirer comme ça des marges de manœuvre et être plus efficace, plus efficient. Donc ça, effectivement, ça existe. Donc ces capacités, il n'y a pas de miracle, parce qu'à un moment donné, et puis souvent cet argent-là, on le réinjecte ailleurs pour faire remonter en puissance le service et l'améliorer, le moderniser, etc., et qu'on construire une nouvelle gouvernance dans un nouveau territoire. Mais effectivement, on a quelques exemples qui émergent, oui.
Et puis ça donne des occasions de parler de l'eau aussi aux citoyens, c'est-à-dire de communiquer. C'est important aussi d'associer, je pense, les citoyens à ces démarches, leur montrer qu'il y a une forte activité de la collectivité sur ces sujets. Effectivement, c'est fondamental. On n'a pas relativement peu parlé, sauf le cas des agriculteurs. Il faut que le citoyen comprenne que l'eau et l'assainissement, ça a un prix. Et que si on va avoir des services pérennes à leur service, il faut effectivement qu'ils amènent du financement, puisqu'on est sur un modèle économique qui est l'eau paye l'eau. Et on a des territoires aujourd'hui qui ont un peu oublié ça. On pense notamment à un site, alors Hervé Paul en a cité un sur son territoire, mais on sait qu'en Outre-mer, il y a des situations extrêmes, des difficultés extrêmes. On pense notamment à la Guadeloupe, où depuis 4 ou 5 ans, parce qu'ils ont un réseau qui a des performances de perte d'eau très faibles, puisqu'il y a des rendements autour de entre 40 et 50%. Donc, quand vous mettez 100 mètres cubes dans le réseau, vous en délivrez qu'entre 50 et 40. Alors que globalement, dans un on est à contexte de 78, raréfaction de la ressource en eau en plus, donc ils font des tours d'eau depuis 4 ou 5 ans. C'est avec l'usager, il n'a que de l'eau qu'un jour sur 3, et souvent elle n'est même pas potable quand il la reçoit. Ça veut dire que quand on parle de changement de modèle de la loi NOTRe qui est très décriée, il faut devancer cette problématique-là. Si vous laissez votre infrastructure sans rien faire, effectivement, vous pouvez faire perdurer des prix de l'eau relativement faibles, ce qui n'est pas le cas de la Guadeloupe d'ailleurs. Mais bon, il y a d'autres soucis là-bas. Eh ben, votre infrastructure va vieillir, va se déliter. Et donc, le renouvellement, par exemple, c'est une action qu'il faut à un moment donné la mettre en œuvre, notamment sur la connaissance du patrimoine. Et on sait que les services ruraux ont des performances nettement moindres que ceux qu'on observe dans les grands services urbains. Donc là, il y a une montée en puissance, il faut préparer ça, et puis être en capacité de financer de l'investissement. Et ça, il faut que l'usager le comprenne. Parce que le jour où on lui livre plus d'eau ou dans des conditions très dégradées, il va en souffrir. Et l'économie du territoire va en souffrir aujourd'hui. Et ces services de l'assainissement, il faut aussi les mettre dans le territoire, dans une politique globale. On l'a vu avec l'activité économique dont on parlait, etc. Et quand on réfléchit à quelle gouvernance on veut, parce que l'assouplissement de la loi NOTRe ou certains petits syndicats peuvent perdurer parce qu'ils sont juste à cheval sur 2 communautés de communes, est-ce que c'est aussi la bonne taille ? Et puis certains syndicats, quand ils sont à cheval sur 2 communautés de communes, prélèvent certaines communes sur les comités de communes. Donc celles-ci sont parfois dans des situations où elles doivent créer des petits services pour celles qui lui restent. Et ce n'est pas toujours la bonne échelle. Et donc, il faut avoir cette vision, prendre du recul et en se disant, on va construire pour les prochaines décennies et construisons bien et en bonne intelligence. Et il faut avoir aussi, j'insiste là-dessus, il n'y a pas que la mécanique, on a l'impression que ça broie un peu les situations existantes. Non, il faut qu'on construise, il faut se respecter, et il faut aboutir à une gouvernance qui soit harmonieuse. Accepter les différences, il y en a toujours. Les gens croient qu'on ne peut fusionner que parce qu'on est en tout point semblable. Non, pas du tout. Et on ne se porte jamais mieux parce que son voisin va plus mal. Il faut passer ce cap-là et bien comprendre que dans les prochaines décennies, il y a beaucoup plus de choses à gagner, à s'unir et à préparer et à construire, avec une montée en puissance dans le temps pour ceux qui partent parfois très loin, que de choses à perdre parce que voilà, on n'a pas envie de voir son prix de monter parce que ça. Olivier Tourin, vous vouliez réagir, Jean-Pascal, et on va quand même aller vers les questions parce qu'on a laissé pendant longtemps juste pour dire fil de discussion de côté. Lorsqu'on a fait l'état des lieux des services de l'eau dans le Diois, on s'est aperçu que finalement, sans aide et un petit peu un scénario catastrophe pourrait nous amener à nous retrouver avec une facture d'eau pour l'abonné lambda qui serait de l'ordre de 1 000 €. Voilà, donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est qu'on parle beaucoup du monde rural. Pour moi, ce sont des mondes ruraux. On peut avoir un monde rural qui est en périphérie de ville et un monde rural montagnard relativement éloigné des grands centres, très diffus, qui est le nôtre. Et je crois que, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je vous invite, M. Whitner, à venir dans le Diois, à la fois pour nous éclairer, parce que vous avez l'air de savoir beaucoup de choses, mais à la fois pour qu'on vous montre nos réalités, parce que je pense qu'il faut se garder de mettre tout sous le même régime. Je pense il faut qu'on ait des marges de manœuvre. Je crois que nous, on ne demande pas à être traités différemment, on demande à être traités à l'aune de nos réalités géographiques, physiques et démographiques. Voilà. C'est surtout ça que je tenais à vous dire. Donc, et puis une dernière chose, je crois qu'on a des modèles, nous, qui sont imparfaits, je le reconnais volontiers, mais ils ont une vertu, c'est celle, je le redis, du circuit court. C'est-à-dire que quand on veut associer l'usager, on ne fait pas que de lui expliquer.
il nous renvoie à un certain nombre de choses et c'est un dialogue et c'est comment dire, une culture commune qui se forge. Je crois que c'est ça l'avenir de nos réseaux d'eau, c'est une forme de démocratie participative dans leur gestion, quoi. On va aller sur des réponses un peu du tac au tac pour respecter le timing, la durée, avec tout à l'heure Hakim Barek. Juste un mot très rapide, Jean-Pascal, avant d'aller justement voir quelles sont les questions du fil. C'était juste pour compléter la remarque sur le message à l'usager. Je réponds tous les jours à des usagers qui pensent que le prix de l'eau, c'est uniquement le volume qui arrive à son robinet. Donc, j'insiste bien pour dire que le service public de l'eau doit être équilibré, sauf exception, et c'est bien l'usager qui finance les investissements. Et là, on revient à la question de développement durable. Plus on financera des investissements pertinents, durables aujourd'hui, moins on reportera la facture aux générations futures. Hakim Barek, questions nombreuses sur le fil chat. Oui, assez nombreuses. Je tiens à préciser qu'on ne pourra malheureusement pas toutes les poser en direct maintenant. Je vais essayer de les synthétiser. Regardez pour cet après-midi, parce qu'on va revenir sur des sujets qui ont été abordés ce matin, sur la durabilité Voilà, donc on va prendre des questions et puis celles qui ne pourront pas être traitées dans le cadre de cette journée, voilà, seront sûrement vues en dehors avec des réponses ou des éclairages. Tout à fait. Alors, ce qu'on peut noter en tout cas, c'est que la problématique du changement climatique est très, très prégnante dans toutes les questions. Par le prisme de la rareté de l'eau, donc de ses économies, et donc des politiques tarifaires qui peuvent être incitatives ou dissuasives. Et alors une première question un peu technique, très très simple, c'est sur la réutilisation des eaux usées, vous l'évoquiez Hervé Paul, pour l'arrosage des massifs de fleurs et des espaces publics. Est-ce qu'il existe des possibilités de subvention, d'une part? D'autre part, Martinez Gérald s'interroge. Bonjour, il manque des moyens dans l'ingénierie afin d'accompagner les communes. Par contre, même pour les communes vertueuses, les contraintes sont toujours les mêmes, économie d'eau. Il serait donc nécessaire de travailler territoire par territoire et non pas sur la base d'une règle unique pour tous. En fait. Cette nécessité de travailler finement sur les territoires. Alors, Hervé Paul, est-ce qu'il existe des subventions quand on veut réutiliser les eaux traitées? Alors aujourd'hui, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation française et européenne sont très restrictives quant à la réutilisation des eaux usées traitées. Je prends toujours cet exemple d'un forum qu'on a organisé à Nice avec Israël, où 98% de l'eau qui est utilisée sur la plus grande plaine agricole donc en Israël est de l'eau usée traitée. Donc, nous, on n'a pas le droit de faire ça aujourd'hui chez nous, mais par contre, on a le droit d'importer des avocats qui sont plantés et arrosés comme ça. Bon, voilà, ça, c'est toujours le principe des freins, de la politique du risque zéro, de la politique de on se protège. Donc, aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer, mais il faut savoir que la réglementation européenne est en train d'être réécrite et qu'il semblerait que malheureusement, on n'aille pas vers beaucoup plus d'ouverture. Voilà, c'est un petit peu la différence entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Écologie. D'un côté, on freine des cas de fer, de l'autre, on essaie d'inciter les gens. Donc, il y a un appel à projet qui a été lancé. Il y a des aides spécifiques, mais on raisonne là au cas par cas et ça répond à la deuxième partie de la question, à la deuxième question. C'est-à-dire que pour un usage bien ciblé, avec la mesure de tous les enjeux, de tous les risques, etc., et de toutes les parades qui sont mises en œuvre, aujourd'hui, il y a des choses qui sont possibles à titre expérimental. Et donc, c'est soutenu, oui, en effet, par les agences notamment. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Pour arroser les fleurs, c'est possible aujourd'hui, mais dans des conditions très particulières qui sont déjà précisées. On peut déroger avec un dossier avec des impacts environnementaux qui sont très étudiés et calculés. Muriel Floria, vous vouliez réagir aussi à cette question? Oui, pour compléter l'intervention d'Hervé Paul, juste préciser qu'un décret justement visant à libérer ces expérimentations devrait arriver prochainement et donc devrait faciliter d'autres possibilités. Et notamment, je vous parlais tout à l'heure de synergie des services. On a d'ores et déjà des pilotes où on nettoie en fait les bennes à ordures avec des eaux usées traitées de stations d'épuration. Il faut savoir qu'en France, on a même un projet pour faire indirectement de l'eau potable à partir des eaux usées traitées. Ça se passe en Vendée, dans un territoire qui est particulièrement marqué par les tensions sur les ressources en eau. Pascal Baudin. Oui, au niveau des trois communautés de communes qui composent la vallée de la Drôme, il va être lancé aussi une expérimentation pour réutiliser les eaux usées de certaines stations. Je pense au lagunage de Châtillon, des choses comme ça. Donc, c'est une étude qui va démarrer à partir de fin 2021-2022, quoi.
Hervé Paul, on a parlé. Oui, juste me permettre, ça montre aussi que les eaux usées traitées, ça peut être une solution qui est mise en œuvre sur tout type de station d'épuration. Là, vous êtes sur des lagunages qui sont à une filière très extensive, en fait. Et donc, il y a des possibilités. Ce n'est pas forcément simple. Il y a d'autres systèmes qu'on met en œuvre. On parle de systèmes multibarrières, mais en tout cas, il y a des opportunités pour tous les territoires, d'où l'idée de se poser la question. Peut-être pas de le choisir toujours, mais il y a des choses, en tout cas, qui peuvent être faites un petit peu dans tous les territoires. Hervé Paul, on avait une question aussi sur les règles à appliquer territoire par territoire. Je vous pose la question à vous parce que vous l'avez montré, il y a une grande diversité de situations sur le territoire de la métropole. Et comment vous voyez cette je pense que moi, je dis toujours qu'il n'y a pas une règle qui s'applique partout de façon efficace. Et on voit bien autour d'aujourd'hui la diversité des territoires. Et même dans les territoires de montagne, il y a encore des différences qui sont très, très marquées. Donc, je participe au sein de la FNCCR, qui est la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, au sein d'un groupe dont on parlait tout à l'heure, Célia Bloel, qui s'appelle France Eau Publique, qui est un groupement donc des régies, des SPL, de tout ce qui est l'organisation publique de l'eau. Et là, donc c'est un club qui permet d'échanger des bonnes pratiques. C'est un club qui permet d'échanger donc les expériences, qui permet aussi d'aider les grandes collectivités, peuvent aider les plus petites à monter des éléments de changement, par exemple, de forme administrative. On a fait aussi des groupements d'achat avec l'UGAP pour acheter des compteurs. Bon, donc, c'est vraiment du pratico-pratique. Et c'est un club qui ne regroupe que des collectivités. C'est-à-dire, on n'est pas avec le monde de l'entreprise, c'est que des collectivités. Donc, ça s'appelle France Eau Publique. Et aujourd'hui, on rassemble à peu près 40% de la population, de la population française au niveau de l'eau. Voilà. Donc, c'est des choses qui existent. Alors, et au sein de ces instances, au sein de ces groupes, eh bien, on peut échanger. Et typiquement, quand Nice a fait le choix de passer en régie, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Célia Bloel en disant tiens, quand vous êtes passé en régie à Paris, comment ça s'est passé? On a monté des réunions spécifiques, techniques, sur la gestion du personnel, etc. Aujourd'hui, moi, je le dis, puisqu'on n'a rien à cacher, hein, j'ai rencontré des élus de Lyon et de Bordeaux pour dire tiens, comment à Nice vous avez réussi le passage en régie, quels étaient les enjeux. Voilà. Et donc, c'est l'intérêt d'un club qui ne regroupe que des collectivités, où on a une expérience, on a un vécu. Et puis, quand il y a un sujet qui est transverse, eh bien, on fait un groupe de travail, on se met ensemble et on discute, on dit comment on fait. Les compteurs, on a travaillé sur l'AFNOR. Aujourd'hui, vous avez des entreprises. Chaque entreprise, elle est propriétaire du modèle de compteur et du logiciel qui va avec. Donc, vous changez d'entreprise, vous êtes captif de l'entreprise pour pouvoir utiliser les données des compteurs, alors que les compteurs sont payés par le contrat de concession quand vous êtes en délégation de service public. Eh bien, on a poussé très fort avec l'AFNOR au sein de France Eau Publique pour faire en sorte qu'on ait une portabilité des données et qu'on ne soit plus captif de l'entreprise qui vous a posé les compteurs que vous avez payés, mais que vous devez payer après si vous changez d'opérateur pour pouvoir continuer à avoir les données. Voilà, donc il existe des choses et on voit bien dans cette organisation la taille qui est très différente. Moi, je connais bien le directeur de la régie des eaux de Digne-les-Bains. Vous voyez bien que Digne et Nice, on n'est pas loin, mais ça n'a rien à voir. On n'a pas du tout la même dimension. Voilà, la ville-centre, c'est Digne. Donc, on travaille ensemble, on a les mêmes problèmes, mais on a des réalités de terrain différentes. Et donc, on peut discuter avec des gens qui ont les mêmes configurations et qui ont déjà trouvé des solutions. Et comme vous le disiez justement tout à l'heure, il y en a qui sont en avance sur l'eau, il y en a qui sont en avance sur l'assainissement, il y en a qui sont en retard sur les deux. Et pour aider ces collectivités, on a publié il y a 1 an et demi le livre blanc de la gestion publique de l'eau, qui a été publié il y a 1 an et demi, et aussi un guide des bonnes pratiques avec une boîte à outils pour les élus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux élus, il y a eu beaucoup de renouvellement. Et donc, à travers cette boîte à outils, il y a vraiment des fiches techniques, pratiques, éditées par France Eau Publique, qui permettent aux élus qui découvrent la gestion publique de l'eau, parce qu'il y a quand même le plus grand nombre de services aujourd'hui, des services d'eau et d'assainissement, c'est des services qui sont en régie, un public de petite taille. Et donc, on a, à travers cette boîte à outils et ce livre blanc, des idées très précises de la gestion publique de l'eau. Alors, c'est important de le souligner parce que là, ce matin, on aborde un certain nombre de sujets. On ne peut évidemment pas tout déplier et que ces échanges entre élus, c'est tout à fait vital. Jean-Pascal, vous faites aussi partie de la fédération de la FNCCR et de la FEP également, oui, mais Hervé en a tellement bien parlé que je ne vais pas revenir dessus. Juste, je vais essayer de synthétiser la réponse à la question sur les territoires. Comment on fait pour ajuster? Par nature,
la politique de l'eau est une politique territoriale, elle n'est pas une politique nationale. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait nationalisé, comme pour l'énergie, par exemple. Donc concrètement, nous sommes bien dans des logiques de territoire. Mais je crois qu'il y a 2-3 choses qu'il ne faut jamais oublier. Trouver le territoire pertinent, parce que les batailles entre collectivités dans un même espace, on les connaît. Moi, j'ai l'eau, je veux la garder, et toi, tu vas la payer plus cher. Ça se produit tous les jours. Donc, à un moment donné, c'est de déterminer la pertinence du territoire pour mutualiser bien l'ensemble de cette politique. Mais les 2 autres choses, c'est bien une règle nationale, européenne, voire internationale, qui s'impose. C'est l'aspect qualité sanitaire de l'eau fournie, et c'est réduire au maximum les impacts à travers l'assainissement sur les milieux naturels. Si on n'oublie pas ces 3 principes-là, il me semble qu'on peut mener toutes les politiques territoriales en France, et on est largement accompagné, et pas que financièrement, mais aussi en termes de conseils, d'expertise, d'expérience par les agences de l'eau, par les services départementaux qui sont aussi en soutien à l'aspect technique dans les collectivités. Donc franchement, je pense qu'on est en plein dedans, qu'il n'y a pas besoin de modifier, chambouler les choses. Alors, on doit s'arrêter là pour notre table ronde. Je vous explique ce qui va se passer avec les questions nombreuses qui ont été posées. On va les conserver. Il y en a un certain nombre qui portent également sur des sujets qui seront abordés cet après-midi. Donc, on va pouvoir utiliser ce fil de discussion. Je vous dis ça pour rassurer les personnes qui ont pris la peine d'écrire, et je les invite à le faire. Donc, on aura aussi beaucoup d'échanges cet après-midi, et on va en avoir aussi après la séquence qui va nous concerner à propos des financements. En tout cas, avant d'aller sur cette séquence financement, parce qu'on a parlé des aides de l'agence de l'eau, on va aussi voir comment la Banque des territoires s'implique dans les financements. Je voulais vous remercier à toutes et à tous d'avoir participé à ce temps d'échange. Il y a des lieux où les élus se retrouvent. Vous pourrez peut-être effectivement compléter ces discussions. En tout cas, ce matin, ça nous a permis de pouvoir aborder un certain nombre de questions. Et donc, merci Muriel Floria, Jean-Pascal, également Olivier Touringue, Pascal Baudin, Hervé Paul ou Christophe Wittner d'avoir participé à cette table ronde. On est à distance, il n'y a pas d'applaudissements. Voilà, je voulais vraiment vous remercier d'avoir fait le déplacement ici au musée des Confluences ce matin pour vos témoignages.